Il est 10h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez devant le live week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny, on vous souhaite un très bon dimanche avec ce nouveau coup de chaleur sur toute la France. Il va faire plus de 30 degrés aujourd'hui dans le sud-est. Cette vague se déplacera ensuite vers le nord et la Belgique avec un pic de température pour mercredi. Direction la Drôme, dans un instant, l'un des départements où il fera le plus chaud aujourd'hui. À la une également, en Ukraine, Volodymyr Zelensky ordonne l'évacuation aux habitants de la région de Donetsk. Une mesure obligatoire pour, dit-il, échapper à la terreur russe. Nous retrouverons Angie Loata à Kiev et on en parlera en plateau avec nos spécialistes. Et puis également à la une du live, l'inquiétude grandit autour de la variole du singe. 2 cas mortels viennent d'être recensés en Espagne, qui est le pays le plus touché d'Europe. En France, les médecins appellent à accélérer la vaccination. C'est donc reparti pour plusieurs journées de forte chaleur. La France va traverser une nouvelle vague de canicule, la 3e depuis le début de l'été. Attendez-vous à des températures supérieures à 30 degrés dans le quart sud-est dès aujourd'hui. Et il va notamment faire très chaud dans la Drôme, où se trouve Anne Lorbance, à Nyons précisément. Eh bien écoutez, depuis le dernier duplex, on a déjà gagné 4 degrés. Il fait désormais 26. Les températures, elles montent très vite, même si normalement, Nyons bénéficie d'un microclimat grâce au Pontias. C'est le petit vent frais là qu'on continue de sentir très très légèrement et qui s'arrête aux alentours de 10h et qui permet de rafraîchir l'atmosphère. Mais c'est une ville qui doit de nouveau faire face à une 3e vague de chaleur. Les températures, elles vont continuer d'augmenter tout au long de la journée. Et il va faire très chaud également. Demain, on attend 38 degrés ici. Les conséquences de ces fortes chaleurs à répétition, c'est une sécheresse généralisée dans la région. Nicolas Droussy va vous montrer là, juste en dessous de nous, on est sur le pont Roman, c'est un pont classé. Il y a l'Aigle et son niveau. Normalement, ce niveau, on le voit fin août. Il y a déjà donc un mois d'avance. Il n'y a quasiment plus d'eau sur les berges. La sécheresse est donc déjà très marquée. Et puis, il y a un arrêté préfectoral qui interdit aux habitants ainsi qu'aux agriculteurs d'arroser leur jardin pour éviter d'utiliser trop d'eau. C'est donc une région qui souffre de la sécheresse et qui tente de se rafraîchir par tous les moyens avec l'arrivée de cette 3e vague de chaleur. Voilà pour le point dans la Drôme notamment. Et Guillaume Séché est avec nous, journaliste météo BFM TV, pour nous parler donc de cette 3e vague de chaleur qui va débuter, qui commence déjà à débuter pour cette semaine qui vient. Ça va encore même monter. C'est fou, effectivement. Alors déjà, le mois de juillet a été extrêmement chaud. Ce mois de juillet qui se termine aujourd'hui. Ouais. Il sera sans doute dans le top 3 des mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés en France. Et donc le mois d'août commence sur les chapeaux de roue, va commencer sur les chapeaux de roue avec donc cette chaleur qui nous vient encore du Sahara. Ce scénario n'en finit pas depuis le début de l'été. On voit d'ailleurs cette chaleur qui progresse à travers donc cette animation des cartes de masse d'air et cette journée de mercredi qui sera donc la plus chaude de l'épisode. Alors déjà dès demain, on aura des températures au-dessus de 35 degrés sur toutes les régions méridionales, on va dire. Jusqu'à 38 degrés localement vers Montpellier. Mardi, donc les très fortes chaleurs au-dessus de 35 degrés remonteront jusqu'à la Loire. On aura même des pointes aux alentours de 39-40 degrés dans le sud-ouest. Et c'est donc la journée de mercredi qui sera la plus chaude de l'épisode. Vraiment une journée très difficile sur la plupart des régions. On aura plus de 35 degrés sur les 4/5e du territoire. On sera d'ailleurs proche de la journée du 18 juin dernier, qui fut vraiment extraordinairement chaude, ainsi que les journées du 18 et 19 juillet. Avec donc peut-être quelques pointes même à 41, 42. En tout cas, jeudi, a priori, l'air plus frais, plus venu de l'Atlantique va gagner du terrain par l'ouest et le nord-ouest, donc repoussant ainsi les fortes chaleurs vers l'est. Mais enfin, on aura encore des valeurs très très élevées et on voit à travers cette animation donc la zone des 35 degrés qui remonte peu à peu entre aujourd'hui et mardi et qui recouvrira quasiment toute la France dans la journée de mercredi. Guillaume, pour qu'on comprenne bien, ces températures, elles sont largement au-dessus des normales de saison. Ah oui, là on est... alors mercredi, on sera quasiment à 10 voire 15 degrés au-dessus de la normale. Et aussi la sécheresse qui accompagne évidemment cette vague de chaleur. Et oui. Et alors le mois de juillet que nous venons de connaître est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en France, tout simplement. On a même des records de plus de 100 ans sur certaines régions du sud-est.
Alors cela ne concerne pas que la France d'ailleurs, puisque vous voyez à travers cette carte d'Europe que les sols sont très très secs sur quasiment toute l'Europe, notamment sur la péninsule ibérique. Donc la France également est concernée. Des records donc notamment dans le nord-ouest, le nord, les régions du nord-est, le sud-est également, donc avec des records de plus de 100 ans. Alors malheureusement, les prévisions ne sont pas bonnes pour les prochains jours. Ça va encore continuer. On voit vraiment pas la fin de cet épisode. Ça paraît vraiment incroyable. Dans les 10 prochains jours, il ne devrait quasiment pas pleuvoir, encore une fois, sur la France. On aura peut-être quelques ondées ici ou là, peut-être quelques orages dans le nord-est, notamment lorsque l'air plus frais arrivera par l'ouest. Mais enfin, ce sera tout. Autant dire que la sécheresse va encore s'aggraver. D'ailleurs, les conséquences de cette sécheresse se voit très bien sur la végétation, notamment sur les régions du Nord, où les arbres, certains arbres commencent à perdre leurs feuilles, alors que nous sommes quand même très loin de l'automne. On est quand même seulement au milieu de l'été, donc et dire que d'ailleurs ce mois d'août, a priori, selon les prévisions, pourrait être très très sec également. Donc on se demande comment sera la végétation au moment de l'automne. En tout cas, il y a des risques d'incendie très élevés encore aujourd'hui, puisque le Mistral et la Tramontane vont encore souffler modérément. Le risque est même extrême actuellement sur les régions méditerranéennes, notamment sur la basse vallée du Rhône ainsi que sur le Languedoc-Roussillon, et ça va encore continuer dans les prochains jours. Également avec nous sur ce plateau, Jean-Luc Fessard, bonjour. Vous êtes le président fondateur de l'association Bon pour le climat. Il n'y a plus aucun doute sur le réchauffement climatique de la planète. On est en plein dedans, ça y est. Alors nous, on va même plus loin. C'est-à-dire plutôt que de parler de réchauffement, on parle carrément de chaos climatique. Parce qu'avec tout ce qu'on observe, ça va à la fois la sécheresse, les canicules, les incendies, les inondations. C'est vraiment dans l'ordre du chaos qu'on se trouve maintenant. Ça, c'est le constat. Ça y est, maintenant, donc, comme vous le dites, on est dans le chaos. Alors, on a tous envie aussi maintenant d'améliorer les choses. Votre association aide d'ailleurs les Français à agir. Quelles sont les petites actions, les petits gestes du quotidien que l'on peut faire pour remédier tant bien que mal à cette situation? Alors nous, notre action, c'est sur l'alimentation. Ça se passe. L'alimentation, on ne le sait pas souvent, mais c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi important que le transport et que l'habitat. Et on peut, en modifiant sensiblement son alimentation, avoir un impact très très fort sur les émissions de gaz à effet de serre. De quelle manière concrètement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que l'alimentation, les gaz à effet de serre, 80% des gaz à effet de serre, ça provient de ce qu'on appelle l'amont agricole. Et donc, il y a déjà nécessité d'une métamorphose agricole, si on veut réussir cela. Mais ce sur quoi nous, on pousse les gens à agir, c'est sur l'équilibre entre l'animal et le végétal. Et quand on parle d'animal, on ne parle pas de viande, on parle vraiment d'animal, parce que c'est aussi bien le lait, la crème, le beurre, le fromage. Pour réduire de combien, de quelle Alors, l'idée, c'est déjà, si on veut que les gens changent leur alimentation, il faut que ce soit bon. Donc, c'est pour ça que nous, on s'adresse aux chefs de cuisine, de façon à ce qu'ils inventent des recettes qui soient très bonnes. Et les chefs de cuisine en France, ils ont tendance à mettre 2 tiers d'animal pour 1 tiers de végétal. Et nous, on leur dit qu'il faut simplement inverser la proportion, mettre 2 tiers de végétal pour 1 tiers d'animal. Pour ceux qui ne mangent pas au restaurant tous les jours, quand on est dans notre cuisine, nous, on fait quoi? Non, bien, mais on peut appliquer le même principe. C'est-à-dire, on peut réduire la part de viande, on peut réduire tous les produits animaux au profit du végétal. Mais alors, attention, pas n'importe quel animal, pas n'importe quel végétal. C'est-à-dire, si l'animal pèse autant, c'est parce qu'effectivement, une grande partie des animaux qu'on consomme ne voient jamais le jour. Ils sont dans du béton, ils sont nourris avec des tourteaux de soja OGM qui contiennent beaucoup de déforestation importée. Donc nous, on dit polyculture élevage. Ces petits gestes du quotidien, ils ont un impact. Ça ne concerne pas uniquement l'industrie, les gouvernements qui doivent prendre des décisions. On peut, à sa modeste échelle, avoir un effet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour moi, je le vois comme quelque chose de très complémentaire. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'il faut faire une métamorphose agricole, il y a des décisions qui sont de l'ordre du politique et qui ne sont pas de l'ordre du quotidien. Mais effectivement, chacun d'entre nous peut avoir un impact extrêmement fort, en particulier sur son alimentation, dans l'équilibre qu'il met de son alimentation. Et on a un outil, nous, qui s'appelle un éco-calculateur, qui permet de le mesurer.
Merci beaucoup pour votre intervention, Jean-Luc Fessard. Merci. Président et fondateur de Bons pour le climat. Merci. Et donc toutes ces petites choses du quotidien que l'on peut, nous aussi, à notre échelle, mettre en place pour remédier à ces conséquences du changement climatique, du chaos climatique même dont vous parliez il y a un instant. À 10h09, on en vient à présent à la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky appelle les habitants de la région de Donetsk à évacuer carrément toute la région, une évacuation obligatoire pour les populations civiles, afin, dit-il, d'échapper à la terreur russe. Angie Loata, on vous retrouve, vous êtes à Kiev pour BFM TV. Comment vont se dérouler ces évacuations concrètement ? Alors effectivement, Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il se concentrait finalement sur sa marge de manœuvre, à savoir ces territoires de l'oblast de Donetsk en proie au combat, au bombardement régulier, quotidien même dans cette partie de l'Ukraine. Se concentrer sur sa marge de manœuvre, ça veut dire sauver les populations civiles qui sont encore dans des territoires administrés par sa propre armée. C'est le cas en l'occurrence de 200 000 personnes, précision faite par son gouvernement quelques minutes avant cette prise de parole que je vous propose d'écouter maintenant. Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir. La décision de partir doit donc être prise à un moment donné. Plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de personnes. Irina Vereshchuk, la vice-première ministre ukrainienne, qui a donné plus d'éléments d'explication quelques minutes avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Elle a dit notamment que les bombardements réguliers d'infrastructures liés à l'électricité et au gaz mettaient en péril les populations et les mettra encore plus en péril à partir de l'automne lorsque le froid reviendra dans le Donbass. Voilà pourquoi donc il faut sauver ces vies, évacuer ces populations civiles de force même, en tout cas en les obligeant à signer une décharge de responsabilité. Ces populations civiles qui ne souhaitent pas quitter le Donbass devront expliquer qu'elles le font à leurs risques et périls. Merci beaucoup Angie Loata en direct de Kiev. On décrypte cette actualité ukrainienne avec nos invités sur ce plateau. Sylvie Berman, bonjour, vous êtes notre consultante diplomatie. Et Michel Goya, notre consultant défense. Tout d'abord Michel, quelle est la situation dans la région de Donetsk qui justifie ces évacuations sur des bombardements incessants ? D'accord. Alors revenons un peu à l'origine sur le Donbass en entier. Le Donbass, c'est l'objectif premier des forces russes dans cette guerre. Comprend deux provinces, la province de Luhansk dans le nord, la province de Donetsk dans le sud, Oblast en ukrainien. La province de Luhansk est déjà occupée par la République séparatiste et par les forces russes complètement. La République de Donetsk est pour l'instant encore tenue aux 2/3 par les Ukrainiens. Cette province faisait à peu près 4 millions d'habitants avant la guerre, dont un gros tiers dans la République séparatiste de Donetsk. Et donc là, il reste à peu près 200 000 habitants encore dans cette région tenue par les Ukrainiens. C'est-à-dire que ça veut dire concrètement qu'à peu près 80% de la population est déjà partie de cette province. Et cette zone, c'est évidemment la zone principale des combats, en particulier dans la partie nord, là où se trouvent les villes de Kramatorsk, Sloviansk en particulier, et c'est cette zone nord qui constitue pour l'instant l'objectif premier des opérations russes. Oui, les Russes sont déterminés à prendre cette région. Ils l'ont annoncé, c'est leur objectif, et s'emparer du Donbass, c'est s'emparer essentiellement de ces villes qui sont dans le nord. Et donc, les opérations qui ont marqué une pause pendant 2 semaines, maintenant reprennent. Et reprennent dans cette région en particulier. Donc, opération russe, ça signifie une série d'attaques avec un emploi massif de la puissance de feu, en particulier de l'artillerie. C'est-à-dire que ce qu'on constate évidemment depuis le début de la guerre, c'est que les attaques russes sont un petit peu des sortes de rouleaux compresseurs où on ne ménage en aucun cas la population, où on écrase les résistances par le feu. Et les résistances sont des résistances essentiellement urbaines. C'est des petits villages, des petites villes qui sont constituées comme des points d'appui. Et donc, depuis un certain temps, on essaie de préserver la population pour éviter ce qui s'est passé par exemple à Mariupol, où la population n'avait pas pu être évacuée avant le siège de la ville, et donc avait énormément souffert. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'évacuer autant de civils que possible.
pour éviter tout simplement ces dégâts et un nombre de morts important, c'est sûr. Il reste environ 200 000 civils, dont 52 000 enfants dans la région. Dans l'actualité également en Ukraine, on a entendu cette accusation de la Russie d'une attaque au drone qui aurait visé ce dimanche l'état-major de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol et qui aurait fait 5 blessés. Et ceci dans le contexte des images que vous voyez actuellement à l'antenne. Ce sont les images de cette parade annuelle de la flotte russe, puisque c'est la journée de la flotte russe à Saint-Pétersbourg. Une parade à laquelle, vous le voyez, participe donc, présidée par Vladimir Poutine ce dimanche. C'est un événement qui a une dimension vraiment particulière, surtout dans ce contexte de guerre en Ukraine. Évidemment, il faut y voir aussi une nouvelle peut-être démonstration de force. Toujours est-il que le président russe est donc à Saint-Pétersbourg pour participer à cette parade. Et on va en parler avec vous, Sylvie Berman, puisque donc la Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu saboter cette journée. Qu'est-ce qu'elle représente également? Elle a été rétablie par Vladimir Poutine alors qu'elle n'existait plus, cette journée de la flotte russe. Oui, de manière générale, il y a eu une militarisation de la société russe. On a vu ici la parade du 9 mai, qui est aujourd'hui quasiment la fête nationale, même si la fête nationale officielle, c'est le 12 juin, qui est le jour de l'unité, mais finalement, personne n'en parle et on ne voit rien. Donc, cette grande parade militaire est importante. Et en ce qui concerne la flotte russe, c'est très important. Il y a une vraie fierté de ce que représente la flotte russe, puis en particulier à Saint-Pétersbourg, dont Vladimir Poutine est originaire. Et il y a eu quand même des revers, cette fois-ci, de la flotte russe en mer Noire. On se souvient du Moskva en particulier. Donc, il est important de rappeler que c'est une flotte extrêmement puissante. Alors maintenant, sur ce qui s'est passé exactement, le drone ou autre, évidemment, je ne sais pas. Évidemment, comme toujours, on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé. Les balles se renvoient de chaque Michel Goya, d'un point de vue militaire, c'est aussi l'occasion d'une démonstration de force, cette journée à Saint-Pétersbourg. De quoi vous parlez, de la journée à Saint-Pétersbourg ou du drone à Sébastopol? Plus exactement de la journée qu'on est en train de, en fait, c'est un peu les deux, de vivre avec ces images. Oui, alors bien sûr, c'est le but. Alors on vous interrompt, Michel Goya, parce que donc, vous le voyez, Vladimir Poutine est en train de s'exprimer à l'occasion de cette journée de la flotte russe à Saint-Pétersbourg. On va écouter ce qu'il a à nous dire et on décrypte ce discours avec vous. Depuis la création, la flotte reste participante de tous les événements essentiels. Et dans des épreuves, dans des dures épreuves et dans des victoires, il est resté avec le peuple, en multipliant sa gloire et sa force. Nous sommes fiers. Depuis tout petit, nous connaissons l'héroïsme de nos marins. Des chercheurs, des personnes qui sont polyvalentes. Le service marin, c'est la fraternité, c'est la volonté, c'est le savoir-faire des chefs de la marine. Leur travail est fondé sur des traditions qui perdurent depuis des siècles. Il y a une nouvelle doctrine russe qui a été établie. Nous avons défini les frontières des intérêts nationaux de la Russie, les intérêts économiques, stratégiques. Tout d'abord, c'est la mer de Bering, de Baltique. Nous allons les protéger par tous les moyens. Les possibilités de la flotte marine est essentielle. Ils sont capables de résoudre les tâches stratégiques dans tous les océans
en utilisant tous les moyens sous-marins et marins, en ayant les missiles hypersoniques qui n'ont pas d'autres analogues dans le monde. Chers camarades, nous allons fournir ces armes dans le mois à venir. Le service de ces navires, l'endroit où ces navires avec ces missiles hypersoniques vont servir sera défini. Il y aura des changements positifs dans les régions qui sont près de la mer. Toutes les professions liées à la flotte vont évoluer. Les conditions modernes exigent des actions décisives. Je suis persuadé que la nouvelle génération des marins et des officiers marins seront prêts. Pour nous, pour eux, le service est sacré parce qu'ils défendent la vie de chacun d'entre eux. Je crois en vous. Vive la flotte marine russe. Hourra! Que l'on vient d'entendre, et puis donc cette dernière phrase de Vladimir Poutine, vive la flotte marine russe, Hourra. On en parlait avec vous juste avant d'être interrompu, Michel Goya. Cette journée, elle a une symbolique particulière, encore plus actuellement en temps de guerre, puisqu'on l'a bien compris dans le message de Vladimir Poutine. Ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, c'est montrer que sa flotte marine n'a pas été décimée, qu'elle est toujours très puissante, et même qu'elle va être renouvelée. Et il parle notamment d'armement. Oui. Il évoque donc des sous-marins, des bateaux qui vont être équipés de missiles hypersoniques, ces fameux missiles hypersoniques, sans nul autre pareil selon ces termes dans le monde. Oui, alors l'instrument, enfin la flotte russe, c'est un instrument de puissance. Quand on se veut une superpuissance, on a une flotte qui permet d'agir et de montrer le drapeau au moins un peu partout dans le monde. Donc c'est son but premier. Et dans le discours. C'est ce qui transpire. Hein. Le but, c'est notre flotte, c'est là pour exprimer notre puissance. On notera au passage qu'il ne parle absolument pas de l'Ukraine, du conflit en cours. En partie d'ailleurs parce que la flotte n'est pas l'instrument majeur. Oui, elle a été mise à mal. Et puis en plus, elle connaît quelques déboires. Cette parade qui devait avoir lieu également à Sébastopol, la cérémonie qui devait avoir lieu à Sébastopol, comme ça a été évoqué tout à l'heure, n'ont pas eu lieu. Oui, à cause parce que la base a été attaquée. Frappe de drone à Sébastopol. Voilà, donc la flotte, elle est quand même plutôt en difficulté dans la mer Noire. Alors il évoque, effectivement, comme toujours, Vladimir Poutine adore faire des démonstrations, adore parler de ces engins les plus puissants. Il y a quelques jours, on a parlé d'un sous-marin, le plus imposant du monde, le plus important, le Belgorod, qui a été mis en service. Là, il évoque les missiles hypersoniques. Un missile hypersonique, c'est un missile qui va au-delà de Mach 5. C'est très rapide, c'est très difficile à intercepter, c'est très puissant, c'est très coûteux aussi au passage. Et voilà. Et donc, il adore montrer que la Russie est en pointe dans ce domaine. Quand on voit ces images, d'ailleurs, Sylvie Berman, on a l'impression d'être presque dans un film. C'est la propagande traditionnelle russe.
Oui, absolument. Et il y a toujours une chorégraphie des parades qui est exceptionnelle. Et ça remonte à l'Union soviétique. Dans son discours, d'ailleurs, effectivement, il ne parle pas de l'Ukraine, mais il parle de la puissance de la flotte russe sur toutes les mers, y compris Extrême-Orient. Je pense qu'il a l'Arctique aussi en ligne de mire. Et puis, effectivement... Oui, il parle d'une nouvelle doctrine qui définirait les nouvelles frontières de Russie, quand même. Oui. Mais encore une fois, ce qu'il a évoqué, enfin ce que j'ai entendu qui n'a pas été traduit, c'est aussi sur toutes les mers qui entourent. Oui, il a évoqué la mer Baltique, la mer de Bering pour oui, en Extrême-Orient, absolument. Et ça, c'est la puissance russe. Et effectivement, c'est très important pour un pays qui est quand même, c'est une masse continentale, mais entourée d'un certain nombre de mers. Merci Sylvie Bermann, merci également à Michel Goya. On va en reparler évidemment dans nos prochains journaux. Tout de suite, le journal des sports avec Ilia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bonjour Lian. Bonjour à tous. Ça sent la reprise pour le football. On commence avec le Trophée des Champions. Première compétition de l'année, 20h ce soir. Premier match officiel pour le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier. C'est un match PSG-Nantes. Exactement. Et c'est le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, c'est le vainqueur de la Ligue 1, le PSG, contre le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes. Oui, premier match de Christophe Galtier qui est arrivé cet été à la place de Mauricio Pochettino. Il pourrait déjà remporter son premier trophée avec le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a perdu l'année dernière ce Trophée des Champions face à Lille. Et en tout cas, Christophe Galtier, il a déjà gagné la confiance de son capitaine, Marquinhos. Le coach il nous a montré cet aspect humain. Et nous a montré un schéma des jeux différent de ce qui s'est passé avant. Et voilà, ça c'est des bonnes choses qui vont nous apporter, surtout dans une longue saison. Ça sera un match qui sera à Tel Aviv pour la deuxième année consécutive face à Nantes. Nantes qui a donc gagné la Coupe de France, c'était son premier trophée depuis 2001, donc il y aura une volonté de gagner un deuxième trophée. Du côté de Nantes, l'entraîneur, il est bien connu du Paris Saint-Germain, c'est Antoine Comboiré. Il y a joué et il a entraîné au début de l'ère Qatari le PSG. Il y a foot toujours, la Ligue 2 hier, la première journée et un match nul prometteur pour les Girondins de Bordeaux. Oui, prometteur parce que le début de saison, la pré-saison a été très compliquée pour les Girondins de Bordeaux. Ils ont su à la dernière minute qu'ils allaient être maintenus en Ligue 2. C'est pour ça qu'ils ont mis cette banderole. On a frôlé la mort. Ça va nous rendre plus forts. Le public qui était là, 22 000 personnes, 22 000 places offertes par le club aux supporters pour les remercier de leur soutien. Mais match nul 0-0 face à Valenciennes. Un autre relégué, Metz, lui a parfaitement débuté cette Ligue 2, une victoire 3-0 face à Amiens, les buteurs lorrains Gay, Mikotadze et Nian juste après la pause. Metz démarre très fort, tout comme Guingamp qui a gagné 4-0 face à Pau qui est leader après une journée bien sûr de Ligue 2. La Ligue 1, elle, reprend le 5 août prochain. Le cyclisme, le Tour de France femmes s'arrête aujourd'hui sans plus beaucoup de suspense. Non, finalement, hier, le suspense a été tué par une néerlandaise, Annemiek van Vleuten. Elle était malade au début du Tour de France, pourtant c'était la grande favorite. Mais hier, une fois que les difficultés sont arrivées, elle a dominé tout le monde. Elle gagne avec 3 minutes 16 d'avance sur la deuxième. Elle est partie à 62 km de l'arrivée. Elle a 39 ans. Elle a gagné 3 fois le Tour d'Italie. Elle est championne olympique. Elle est triple championne du monde. Les Juliette Labousse, la française 4e du classement général, a été impressionnée par la néerlandaise. C'est plus que réveillé même, elle nous a bien écrasé aujourd'hui. Mais non, c'était vraiment super dur. J'étais contente d'être dans un bon groupe parce qu'on a vraiment roulé bien ensemble tout le long de la course, donc heureusement. Mais c'était vraiment dur. Elle devrait gagner ce Tour de France parce qu'elle a largement assez d'avance. Mais attention, aujourd'hui, dernière étape, on arrive sur la super planche des belles filles. Les pentes à 24%. Ça monte. Tout peut se passer encore. Planche des belles filles, tout un symbole pour le super planche des belles filles. Merci beaucoup, Ilia Grandjean. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Il fait de nouveau très chaud. On voit la météo à Guillaume Séchet. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La
montagne est la solution, le refuge face aux fortes chaleurs actuellement, avec d'ailleurs des chaleur qui remonte peu à peu d'Afrique du Nord. On va le voir grâce à cette animation satellite. Une chaleur qui remonte jusqu'aux régions du Nord. En tout cas, ce sera le cas à partir de mardi surtout. Et quelques nuages bas ce matin entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ça devrait finir par se dissiper peu à peu cet après-midi. En tout cas, cet après-midi, on aura du soleil quasiment partout en France. Des températures très élevées déjà dans le sud. 36 degrés à Marseille et ce n'est pas terminé. La journée de demain sera encore plus chaude. On aura jusqu'à 37, 38 degrés sur les régions méditerranéennes. Déjà 26 degrés le matin à Perpignan. Et donc la journée la plus chaude sera la journée de mercredi. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. 10h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité aujourd'hui de ce live week-end, il était passionné, il était courageux, il est parti beaucoup trop tôt. Mathys Bellon est mort à seulement 8 ans. Cette graine de champion de la MotoGP a succombé à ses blessures après une chute sur un circuit italien. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Samuel Bellon, le parrain de Mathys. Une troisième vague de chaleur attendue sur la France à partir d'aujourd'hui. La sécheresse s'accentue et le risque d'incendie est élevé dans le sud. On retrouve Thomas Herman dans la région de Nîmes qui a connu plusieurs départs de feu hier. Combien allez-vous gagner grâce aux mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat? Nous ferons la liste des coups de pouce sur lesquels les sénateurs ont eux aussi à leur tour voté sur le projet de loi. Nous ferons surtout les comptes pour savoir ce qui va changer concrètement dans votre porte-monnaie. On fait le point avec Guillaume Barki dans quelques instants. Mais tout d'abord, cette tragique disparition, celle d'une graine de champion âgée d'à peine 8 ans. Grand espoir de MotoGP, Mathys Bellon est décédé jeudi dernier à la suite d'un accident lors d'une course en Italie. Alors avant d'entendre le témoignage de son parrain, Samuel Bellon, dans un instant en direct avec nous, retour sur la trajectoire stoppée beaucoup trop tôt de ce petit garçon aussi prometteur que généreux. Isabelle Golens, Claire Guiffès, Emma Arnaud avec Nicolas Laurent. Son visage était celui d'un des plus grands espoirs du sport automobile français. L'ascension spectaculaire de Mathys Bellon, 8 ans, s'est brutalement interrompue lors d'une course de moto en Italie, le 22 juillet dernier. Peu après le départ, le jeune enfant chute au sol, avant d'être percuté violemment par ses concurrents. Un scénario de course dramatique, raconté par son entraîneur. Une chute basique comme on peut avoir en entraînement, en course, une chute vraiment sans gravité. Malheureusement, les pilotes derrière lui arrivent à l'éviter, mais le groupe de derrière ne parvient pas à l'éviter, il se fait percuter par 2 motos. Hospitalisé en urgence en Italie, il est plongé dans le coma, puis rapatrié à Montpellier où il décède 6 jours plus tard, après plusieurs arrêts cardiaques. À Fréjus, c'est tout un club automobile qui est bouleversé par sa disparition. J'ai jamais eu un pilote aussi rapide et jamais connu un pilote aussi rapide avec autant de compétences à cet âge-là. Aujourd'hui, Mathys arrivait à faire des choses que des champions du monde au même âge n'arrivaient pas. Originaire de La Réunion, Mathys débute la moto à l'âge de 3 ans seulement. Soutenu par sa famille, il avait rejoint la Côte d'Azur l'an dernier. Ses parents parlent d'un enfant brillant. C'était un petit garçon tout plein de joie, tout plein de gaieté, jamais fatigué, qui adorait faire du sport. Donc il a fait aussi depuis très tôt du vélo à l'âge de 2 ans. En deuil, le monde de l'automobile salue le champion qui était Mathys. L'idole du jeune réunionnais, le champion du monde de MotoGP Fabio Quartararo, lui a également rendu hommage. Bravo Mathys, bravo! Et comme promis, nous sommes en direct avec Samuel Bellon. Vous êtes le parrain du petit Mathys. Merci beaucoup de témoigner ce matin sur BFM TV. Tout d'abord, on a envie de vous demander comment les parents de Mathys, vivez-vous depuis le décès donc, de ce petit garçon de 8 ans? Bonjour à tous. On le vit très difficilement, ça c'est sûr. Et on a perdu notre petit ange aussitôt, qui nous donnait autant d'amour, autant de joie, qui savait rassembler la famille, les amis. C'était, on va dire, un peu le pilier quand même. Eux aussi, petit qu'il était, c'était quand même le pilier de la famille. Il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour fusionnel entre son père, sa mère, sa petite sœur. Donc voilà, il était très proche également de ses cousins-cousines. Donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas du tout évident d'accepter
cette tragédie. On a entendu dans le reportage qu'on vient de diffuser les traits de caractère de ce petit Mathis, qu'il était déjà très prometteur dans sa technique, dans sa discipline. Le courage caractérise également Mathis. C'est assez étonnant pour un enfant, mais vous allez nous en parler. Il avait souhaité faire don de ses organes, c'est bien ça? Il l'a fait? Oui, Mathis, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai qu'il a tout, dès haut de ses 8 ans, peut préparer un peu tout en amont pour faire entendre qu'il souhaitait, entre guillemets, quoi qu'il arrive, qu'il continue sa vie à travers les autres, qu'il donne, pas parce qu'il y a une tragédie, qu'il donne la vie aux autres, que ça doit continuer parce qu'il nous donnait beaucoup d'amour, il nous a donné beaucoup, même si c'était très très court. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour nous de l'entendre, de l'accepter et qu'il a réussi, ce petit gamin, à nous faire comprendre, nous faire entendre raison pour qu'on accomplisse sa volonté. Mais c'est très étonnant quand même. Comment est-ce qu'un enfant d'un si jeune âge peut exprimer ce genre de souhait de fin de vie quand on est aussi jeune? Comment est-ce que ça lui est même venu à l'idée? On a un peu du mal à comprendre. On est une famille très croyante et il nous a toujours envoyé des signes. Il communiquait avec son père à travers, quand on lui posait une question, quand il était à l'hôpital, il arrivait à mettre son cœur à 123, ce qui correspondait au chiffre de moto de son père. Et quand ils étaient petits, ils jouaient toujours à 1, 2, 3 partés. C'est pour ça que mon frère, qui était champion de la Réunion de moto, il a eu son numéro de course, c'est le 123. Et c'était un code pour eux, entre eux. Et ça a toujours été le cas depuis petit. Ils ont leur code, ils ont leur habitude. Mathis, il a des choses, il y a plein de signes qui sont arrivés. Comme il a toujours été fan des Fabio Quartararo, il aurait voulu ce week-end être au but, je crois, parce que Fabio Quartararo devrait se rendre. Et sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, mais non rien, nous avons eu un hommage de Fabio Quartararo sans que personne ne l'ait demandé. Donc, je pense que ce petit, même qu'on s'en rend pas compte, il a soulevé des montagnes et il va continuer à travers ce qu'il a dit, de faire des choses qu'on nous-mêmes, on n'avait pas conscience. Donc, il y a des choses qu'on peut dire qui ne s'expliquent pas. On le comprend bien, la moto était évidemment la passion de Mathis. Pardon de vous poser la question peut-être un petit peu naïvement, c'est terrible évidemment pour un parent, pour vous le parrain, d'imaginer qu'un petit enfant de 8 ans seulement court ce genre de risque sur un sport aussi dangereux que la moto. Alors, c'est vrai que la moto, c'est un sport dangereux, mais si on regarde, ce petit, il a toujours tout fait dans un encadrement. En natation, il gagnait, il est voir sur les réseaux, donc son père était champion de natation. Donc, il gagnait en natation, il a toujours voulu faire la natation. Le bicross, il a commencé petit, il est champion de France de bicross cette année. Et il a toujours été encadré avec des coachs. En moto, c'était pareil. Il n'allait pas sur une piste au hasard. Il est venu l'année dernière, à 7 ans, il a commencé une petite course qu'on voyait où il diffusait sur Mathis, sur le reportage. Mais il n'a pas fait de la moto avec son père, c'est un circuit bêtement. On a toujours fait appel à des professionnels pour lui inculquer la base, savoir freiner, savoir tourner, ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger les autres. Ça a été une volonté. Donc, moi, je dis toujours, effectivement, c'est un sport dangereux, comme la boxe, comme tout. Mais quand il y a un encadrement avec les protections nécessaires, les risques peuvent être contrôlés. Là, effectivement, il y a eu un suraccident qui a entraîné son décès. Mais comme on va dire, ça peut être autre chose comme des problèmes domestiques, chute de vélo, on s'est percuté par une voiture. C'est des choses qui arrivent. On va dire que bon, effectivement, c'est arrivé, c'est un circuit, c'est sûr. Mais ça a toujours été contrôlé, le petit, pour qu'il fasse le sport en toute sécurité, avec les coachs, avec ses parents, une moto toujours hyper révisée après chaque compétition. Donc je dis que la moto est un sport dangereux, mais quand les parents en ont conscience et qu'ils font tout dans un cadre, il n'y a pas de raison qu'il se passe mal. Ça arrive toujours, hélas. Mais je dis que les risques peuvent être bien minimisés si on prend toutes les précautions nécessaires. Merci beaucoup pour ce message, pour votre témoignage également, Samuel Bellon. Je rappelle que vous êtes le parrain du petit Mathis qui est décédé il y a quelques jours, donc à la suite de cet accident en Italie, ce petit champion de moto GP. Merci beaucoup de votre témoignage. On en vient à présent à l'actualité
météo et ce risque d'incendie accru avec cette forte chaleur, ces sécheresses, ces vents également qui se poursuivent. Conséquence, Météo France alerte sur un risque élevé de feux d'incendie dans le sud, par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Hier, 25 massifs étaient fermés. Aujourd'hui, il en reste 11, toujours fermés. Les 14 autres sont, eux, interdits à tous travaux. Après 13 heures, on prend la direction du Gard. Thomas Herman, vous êtes à Millau actuellement pour BFM TV avec cette préoccupation autour du risque incendie. Tout d'abord, on va dresser avec vous le bilan de la journée d'hier. Où en est-on des feux de végétation qui avaient eu lieu? Alors si on prend la journée de samedi, c'est notamment dans l'après-midi où on a eu plusieurs dizaines de départs de feu. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous été maîtrisés par les sapeurs-pompiers puisque c'était une journée sous haute surveillance pour l'ensemble des autorités en matière d'incendie. On va vous parler de 2 incendies. Le premier, celui à Cals, dans les Pyrénées-Orientales. Ce feu est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares de végétation avec un dispositif tout de même assez important puisque ce feu s'est déclaré hier en milieu d'après-midi avec un Mistral assez important, jusqu'à 40 km/h, avec donc 337 sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain, mais également 3 Canadair ainsi que 2 Dash et un hélicoptère bombardier d'eau pour essayer de fixer ce feu. Ce feu a été fixé ce matin aux alentours de 8h30. Il y avait un risque important tout de même de propagation dans ce secteur au vu des conditions météorologiques. Deuxième incendie, là nous allons dans les Bouches-du-Rhône, celui de Châteauneuf-les-Martigues, qui s'est déclaré lui en fin de journée très tardivement, vraiment limite au coucher de la nuit. C'est pour ça que les sapeurs-pompiers sont intervenus là aussi assez rapidement avec une centaine de pompiers des Bouches-du-Rhône ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau, là pour faire une opération plutôt chirurgicale pour tenter de contenir ce feu avec cet hélicoptère bombardier d'eau puisque celui-ci était dans une zone habitable, mais là aussi aucune habitation habitée, je précise, n'a été détruite. C'est pour vous dire qu'hier il y a eu de l'activité pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, notamment du secteur Méditerranée. Merci Thomas Herman. Bonjour lieutenant-colonel David Hanotel. Bonjour. Vous êtes représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci d'être avec nous. On va parler prévention de ces incendies parce que là, tous les ingrédients sont réunis ce week-end. Chaleur, sécheresse et le vent aussi dans le sud. Tout à fait. Le cocktail détonnant depuis maintenant plusieurs semaines, en particulier samedi, la journée d'hier et aujourd'hui à nouveau une journée très compliquée avec des massifs donc, qui étaient fermés durant la journée d'hier. Une journée de samedi qui s'est passée le mieux possible, on va dire. Le travail des secours a porté ses fruits et l'ensemble des incendies, qu'ils soient désormais maîtrisés, contenus ou à minima ou également fixés, sont en bonne voie. On a plutôt des bonnes nouvelles du terrain. On voit sur vos cartes effectivement qu'il y a certains massifs qui sont fermés, d'autres qui sont déconseillés. Donc là, une fois de plus, on ne peut qu'inciter les personnes qui résident ou qui viennent en congé dans ces régions de ne pas aller dans ces massifs, même lorsqu'ils sont seulement déconseillés. Voilà, l'effort de chacun, on en parle assez régulièrement, du petit pas en avant de chacun de nos concitoyens. Eh bien, il part de là également, d'éviter de se rendre dans les massifs, même si la région est particulièrement belle et ça donne envie de reporter ces sorties. Également, lorsqu'il y a des activités à prévoir en pleine journée et que le risque canicule est prononcé, également de les reporter pour soulager notre charge de travail. Parce que, comme on vous le répète également, l'activité feu de forêt, on en parle beaucoup en ce moment, mais l'activité du secours à personne qui représente 80% de notre activité, donc qui est très très largement supérieure au feu de forêt. Le risque incendie, c'est moins de 10%. Enfin, l'activité incendie, c'est moins de 10%. Donc, si on veut diminuer un petit peu la charge et la pression opérationnelle sur nos effectifs, ça passe également sur le secours à personne. Et justement, vous rappeliez tout à l'heure peut-être les choses, le bon sens en tout cas, qu'il faut observer dans ce cas-là. On rappelle que 9 feux sur 10, c'est ça, de végétation sont à origine humaine, que ce soit volontaire ou même accidentel. Qu'est-ce que vous pouvez rappeler comme petits gestes ? Parfois bêtes, on a l'impression, mais qui sont essentiels pour vous. Effectivement, pour vos on forces. a de cesse de les répéter, mais ça ne porte pas encore totalement ses fruits, donc on continuera jusqu'au bout. Ne pas jeter les mégots par la fenêtre en voiture, les barbecues... En voiture ou pas en voiture d'ailleurs. En voiture ou pas en voiture, tout à fait, même à pied en pleine forêt. Pas de point chaud, pas de barbecue à proximité d'une forêt, encore moins à l'intérieur.
le débroussaillage des habitations, que ça soit obligatoire ou non. Là aussi, on n'attend pas l'obligation pour le faire, donc à minima à 50 mètres autour de sa maison. D'éviter les travaux de bricolage tels que de la découpe de carrelage en extérieur à proximité d'une partie herbeuse, en tout cas non bétonnée. Tout à fait, qui va générer des étincelles. L'ensemble de ces petits gestes vont pouvoir contribuer à diminuer les départs d'incendie. Et puis dès qu'on en arrive à constater un départ, de la fumée, bien évidemment prévenir le 112 ou le 18 pour faire appel aux sapeurs-pompiers. Merci pour ces messages de prévention indispensables. Dans le reste de l'actualité, après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a donc adopté le projet de loi urgence pouvoir d'achat. On va en parler dans un instant, vous expliquant ce que vous allez gagner comme argent d'ici quelques semaines, quelques mois. Avant ça, ce qu'il faut savoir avec vous, Guillaume Barqui, concrètement, le projet de loi pouvoir d'achat va apporter donc de nouvelles mesures. Qu'est-ce que les sénateurs ont précisément adopté ? D'abord, la prime Macron. Le plafond de la prime Macron va bien tripler. On va passer de 1 000 € maximum à 3 000 maximum. Et ça peut monter à 6 000 € si dans votre entreprise, il y a un accord d'intéressement. Ça, c'est la prime Macron. Ensuite, retraite et allocation. Beaucoup vont être augmentés, plus 4%. Et puisqu'on parle d'allocation, la fameuse allocation adulte handicapé va bel et bien être déconjugalisée. En clair, si une personne en situation de handicap se met en couple, son allocation adulte handicapé ne va pas baisser. Enfin, la hausse des loyers va être limitée à 3,5% sur ce qu'on appelle les loyers classiques. Et pour les loyers commerciaux, des PME, eh bien là, ça va être un coup de pouce aux commerçants. Là encore, la hausse va être limitée à 3,5%. Et Guillaume, dans ce qu'on vient d'entendre, il manque des mesures, comme par exemple la suppression de la redevance audiovisuelle. Pourquoi ? Parce que la redevance et plusieurs mesures dont on a parlé autour du pouvoir d'achat ces dernières semaines, ça ne fait pas partie du projet urgence pouvoir d'achat, ça fait partie d'un autre projet de loi qui s'appelle le PLRF, le projet de loi de finances rectificative. Ça, c'est un autre projet, c'est discuté chez les sénateurs à partir de lundi. Il sera notamment question d'une taxe sur les superprofits. Merci Guillaume Barqui. Et bonjour Dominique Da Silva. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Val d'Oise. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de voir que les 2 jours de débat au Sénat, à majorité à droite, on va le préciser, ont été plus sereins, disons-le, qu'à l'Assemblée nationale. Vous vous félicitez de l'adoption du texte ? Bien sûr. Et c'est un texte qu'on pourra, j'espère, conclure en CMP dès lundi. C'est-à-dire un accord trouvé avec les sénateurs, et c'est une bonne chose. Et ce qui donc a été très bien résumé, c'est une amélioration du pouvoir d'achat pour les Français. Et je tiens à préciser que ces 20 milliards font suite aussi à 23 milliards, parce que les mesures pour le pouvoir d'achat des Français, il a démarré à l'automne dernier par le bouclier tarifaire, par aussi les mesures... Donc vous promettez de vrais effets sur notre compte. Évidemment, ça fait en tout, ça fait plus de 43 milliards de mesures depuis l'automne qui auront été mises pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc ça, c'est bien de le rappeler. Alors on sait bien, et comme l'avait dit le président de la République, gâteau avalé n'a plus de saveur, mais voilà, c'est une réalité, c'est bien 23 milliards d'euros aussi, et 20 milliards encore votés à partir de cet été, et des mesures qui seront déjà mises en place dès le mois de juillet. Donc 43 milliards, vous le dites, pour aider les Français face à l'inflation. Bonjour Pascal Ebel, vous êtes directrice du pôle de consommation et entreprise du Crédoc. Ces mesures, selon vous, est-ce qu'elles sont suffisantes face à l'inflation? On rappelle qu'elle est de 6,1% en mois de juillet par rapport à l'année dernière. C'est suffisant, ce dont on vient de parler ici à l'instant? Non, comme il y a un petit décalage, c'est-à-dire que c'est 6% d'inflation et on va hausser les retraites et les allocations que de 4%. Donc, il manque de l'argent pour retrouver un pouvoir d'achat pour toutes les personnes qui sont soit avec des revenus assez faibles du côté des retraités. Et notamment, il y a des inflations qui ne touchent pas de la même façon toutes les catégories de population. Et les plus de 75 ans sont plus touchés parce que l'inflation alimentaire va continuer d'augmenter. Et dans le poids des dépenses des plus âgés, l'alimentation est plus forte. Donc il aurait fallu augmenter plus sur les retraites, par exemple. Ensuite, il y a des inégalités liées aux différents usages de l'énergie. Aujourd'hui, on est à 28,8% de hausse des prix de l'énergie. Donc certains ont une inflation plus importante que les 6%, notamment en zone rurale. En un mot, Pascal Ebel, il y a des profiteurs de cette situation chez les industriels ou les commerçants ?
Oui, il y a des exemples qui sont cités. Il y a forcément un peu de spéculation, en fait. L'exemple, c'est les huiles. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'huile. Il y avait des pénuries dans les rayons. Aujourd'hui, il y en a partout, alors qu'évidemment, les récoltes n'ont pas été faites. Donc, il y a des questions qui se posent par rapport à donner de l'argent à tout le monde. Ça fait forcément une inflation qui sera plus forte au global, puisqu'on aura des secteurs où on va augmenter les prix si on aide trop les gens, en fait. Donc, ça serait plus intéressant de distribuer moins en ciblant mieux. Très rapidement, Dominique Da Silva, à partir de demain, ce sera le projet de loi de finances rectificative déjà adopté à l'Assemblée qui va passer au Sénat. Là aussi, avec d'autres coups de pouce à attendre pour les Français. Qu'est-ce que ça va apporter également de plus s'il est voté ? Vous l'avez évoqué, c'est la suppression évidemment de la taxe de la contribution audiovisuelle. Et c'est une mesure qui fait 138 € de plus pour tous les ménages. Donc, c'est une mesure importante. Et évidemment, il y a aussi le bouclier tarifaire qui sera prorogé, avec également une meilleure remise sur les carburants de 30 centimes. C'est, j'allais dire, une entente aussi avec les oppositions. On a réussi finalement à augmenter cette remise. Elle passe de 18 centimes à 30 centimes. Et avec également l'engagement de pétroliers comme Total, cette remise pourra atteindre 50 centimes, ce qui fera plus ou moins un prix de l'essence ou du diesel à 1,50 €. 1,50 €. Merci beaucoup, Dominique Da Silva. Merci également, Pascal Ebel. Il est 10h50, 11h-10 sur BFM TV, et c'est l'heure de ma recette avec un chef. L'un des rendez-vous de cet été sur BFM avec un plat de saison pour ce dimanche, idéal d'ailleurs pendant les fortes chaleurs, la salade grecque qui vous est préparée par Adeline François. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. On se retrouve ici au Georges V, au Four Seasons, avec le chef Alan Thodon. Salut Alan. Ça va ? On a envie de voyager. Et pour ça, aujourd'hui, on a vraiment la recette idéale, une salade grecque, une vraie salade grecque, comme à Athènes, comme à Paros. Et pour ça, il faut des bons ingrédients. Il faut des bons ingrédients, c'est-à-dire des tomates, de l'oignon, du poivron, un peu de capre, un peu d'olive, un peu de concombre et la célèbre feta. C'est parti ? Bon, je suis ton commis. Je vais te faire travailler un petit peu alors. Toi, tu vas commencer par me tailler la tomate. Ouais, parfait. Voilà, pas trop petit, hein. Hop là, 3 tomates. 3 tomates, ouais. Alors le concombre, paf. Ouais. Là, moi, je le coupe en 4. Je vais te le donner tout de suite. Juste, moi, j'enlève les pépins. Ça donne trop d'eau ? Ça rend trop d'eau ? C'est pas très digeste, en fait. Donc, je te les enlève un peu. Hop, voilà. Pareil, tu veux des gros morceaux ? De la même taille de la tomate. On va essayer de rester tout de la même taille. Et donc, l'oignon, je vais te l'épargner. Oh, si, tiens, allez. Tu veux me faire pleurer ? Ce qui est bon, je trouve, c'est des tranches comme ça. D'accord. Tu vois, pas trop... Des rondelles. Des petites rondelles, ouais. Ok. Et donc là, toi, tu as attaqué le poivron, tu les pépines. Alors j'enlève juste, voilà, toi, les petits pépins qui sont à l'intérieur. Alors le poivron, pareil, la découpe du poivron. La même taille que... Ça te va comme ça, les poivrons ? C'est bien, t'as bien avancé. Hein. Là, on va mettre des petits capres. En fait, c'est où tu utilises des capres à l'huile et après tu prends des olives au vinaigre, un peu vinaigré, ou le contraire. Moi, j'aime bien avoir la balance des deux. Donc là, j'ai des capres au vinaigre et là, je vais avoir des petites olives noires. D'accord. Alors ça, Kalamata ? c'est des Kalamata, exactement. Et maintenant, tu vas... La feta. Hop, tu prends tout, tu tournes. Oh, tu mets des petits cubes. Voilà. Et là, maintenant, tu vas me l'assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est déjà salé, la feta ? Oui, mais tu vas voir. Le plus important de la salade grecque, c'est l'origan. Donc, hop, celui-là, tu vas voir, il est magnifique. Moi, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. D'accord. Ah oui, alors tu prépares pas une vinaigrette avant ? Non, en fait, c'est huile d'olive, quoi. Après, une salade comme ça, tu la laisses se reposer, tu vois, avec le sel que tu vas rajouter. Le jus de tous les produits que tu as mis là, tu vas voir, ils vont s'écouler et eux, ils vont faire une sauce, en fait. Nos petites feuilles de laitue romaine pour la présentation. Tu vois le jus, toi, qui s'est fait déjà, là ? Ouais. Tu vois ? Donc, tu rajoutes pas de vinaigre balsamique, jamais ? Non, non, non. Regarde, on le voit bien, le jus. Toute la sauce qui s'est fait au fond, là. Là, des petits cubes bien frais, comme ça. On y est. On n'est pas loin de l'acropole, là. Merci, chef. Ah bah écoute, ça m'a fait plaisir. Pour cette recette simple,
mais tellement efficace. On va la manger ensemble, allez, viens. Salut. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. De la chaleur et de la sécheresse au programme de la météo de Guillaume Séché. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La montagne est la solution, le refuge face aux fortes chaleurs actuellement, avec d'ailleurs des chaleur qui remonte peu à peu d'Afrique du Nord. On va le voir grâce à cette animation satellite. Une chaleur qui remonte jusqu'aux régions du Nord. En tout cas, ce sera le cas à partir de mardi surtout. Et quelques nuages bas ce matin entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ça devrait finir par se dissiper peu à peu cet après-midi. En tout cas, cet après-midi, on aura du soleil quasiment partout en France. Des températures très élevées déjà dans le sud. 36 degrés à Marseille et ce n'est pas terminé. La journée de demain sera encore plus chaude. On aura jusqu'à 37, 38 degrés sur les régions méditerranéennes. Déjà 26 degrés le matin à Perpignan. Et donc la journée la plus chaude sera la journée de mercredi. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. C'est maintenant sur BFM TV, soyez les bienvenus. Nous vous parlons d'ici. Sur la ligne de France. BFM TV vous emmène sur place. Toute l'année, nous étions là. Pour faire vivre ce grand moment. Vous étiez là. Ça fait du bien d'être ensemble aujourd'hui. Vous avez fait de nous la chaîne d'infos préférée des Français. Pour cela, un seul mot. Merci. 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 Immense clameur de cette foule. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup de votre fidélité à BFM TV. Vous pouvez compter sur nous. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, un décapotable. Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Tiens, celui-là, il a l'air bien crémeux, comme tu les aimes. Ah oui. Avec Course EU, vous allez oublier que vous êtes chez vous. Sur courseu.com, retrouvez votre rayon frais et vos produits comme en magasin et choisissez entre le drive ou la livraison dans toute la France, même pendant vos vacances. Alors rendez-vous sur courseu.com pour retrouver votre magasin presque comme si vous y étiez. Les grands de la Formule 1. Collectionnez les modèles les plus spectaculaires pour la première fois à l'échelle 1/24e. Le numéro 1, 14,99 € chez votre marchand de journaux. Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour préparer et sublimer votre bronzage. Le bon boost, c'est Nova Boost. Là, c'est bien Adriana Carambeu. Et là, c'est bien le logo Comme J'aime. Maintenant, vous allez adorer les pubs Comme J'aime. Comme J'aime a déjà aidé plus de 500 000 clients à retrouver leur poids bien-être. Alors pourquoi pas vous? Alors testez la première semaine. Vous ne paierez que si vous êtes satisfait. Vous n'avez rien à perdre à part vos kilos. Vous pouvez tester la première semaine. Vous ne paierez que si ça vous plaît et si vous souhaitez continuer. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%, vols et hôtels compris. Voyageprivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage.
what makes you feel alive. Alive, the feminine fragrance by Boss. Vous voulez tous un monde plus juste, vous voulez tous un monde moins cher et vous voulez tous un monde plus proche. Bon, vous voulez tous un monde nickel, quoi. Alors c'est simple, il suffit d'entrer chez un buraliste. On est 2,5 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte. Nickel, un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Rejoignez le mouvement. Quand on rentre dans la vie active, c'est vrai qu'on n'a pas des revenus qui sont très importants. C'est intéressant d'avoir des prix compétitifs. Il y a la Massif et répondre à mes questions avec efficacité et pas avec des mots compliqués d'assureur. C'est pas un cliché de l'assurance classique. Ils ont compris le vrai principe d'une assurance. La Massif, c'est vous. Je suis un hôtel d'affaires. Je carbure nuit et jour à l'efficacité. Je suis aussi exigeant sur la qualité de mes dossiers que sur celle de mes oreillers. Je suis à la recherche d'une personne aimant faire décoller les chiffres à la fois au bureau et en cardio. Doit avoir le goût du travail, le sens de la ponctualité et une poignée de main déterminée. Si vous êtes aussi touché par les petites attentions que par les comptes d'exploitation, je serai ravie de devenir votre endroit parfait. La Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Montez pas à pas cette légende du rallye. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Installez-vous en toute sécurité devant votre programme avec modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Suite du live week-end à tout pile 11h. Un nouveau coup de chaleur sur toute la France. Il va faire plus de 30 degrés aujourd'hui dans le sud-est. Cette vague se déplacera ensuite vers le nord et la Belgique avec un pic de température pour mercredi. Dans l'actualité également, Volodymyr Zelensky qui ordonne l'évacuation aux habitants de la région de Donetsk, une mesure obligatoire pour, dit-il, échapper à la terreur russe. Et dans le même temps, en Russie, Vladimir Poutine, du côté de Saint-Pétersbourg, préside la parade de la journée de la flotte russe. Et dans son discours, il a vanté la puissance de son armée navale. Décryptage avec nos spécialistes dans ce journal. Également dans l'actualité, l'inquiétude grandit autour de la variole du singe. 2 cas mortels viennent d'être recensés en Espagne, qui est le pays le plus touché d'Europe. En France, les médecins appellent à accélérer la vaccination. Troisième vague de chaleur qui arrive dès aujourd'hui sur le sud de la France. Elle se déplacera ensuite vers le nord et la Belgique dans les prochains jours. Alors, il faut s'attendre à des températures supérieures de 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Nouvelle illustration du réchauffement climatique. Explication de Camilla Giudice et Claire Youef. Dès aujourd'hui, les températures remontent à Montpellier. Le thermomètre pourrait atteindre les 36 degrés cet après-midi. À 36, ça va être très compliqué, on va subir. Déjà qu'on subit pas mal, alors là, on risque de subir vraiment beaucoup. Jusqu'à mercredi, cette vague de chaleur venue du Sahara devrait s'intensifier. Touchant d'abord le sud, où il pourrait faire jusqu'à 39 degrés par endroit, puis remontant vers le nord du pays et la Belgique. Les normales de saison à cette époque de l'année, donc entre juillet et août, on est autour de 23 degrés sur le nord de la France et on est entre 26 et localement parfois 28 degrés sur la moitié sud en moyenne. Mais là, effectivement, on est de nouveau entre 10 et 15 degrés parfois au-dessus des normales de saison. Donc encore une situation exceptionnelle. Des températures exceptionnelles qui deviennent pourtant la norme cet été. Cette vague de chaleur est déjà la 3e en France depuis juin. Alors ses habitants ont développé des réflexes pour se maintenir le plus au frais possible. On va tôt le matin à la plage, on va vraiment se rafraîchir. Et effectivement, l'après-midi, on essaie de passer dans des lieux qui sont climatisés. C'est que le soir, en fin de journée, une fois qu'il y a un peu plus d'air, qu'on ouvre, qu'on sort prendre l'air. 8 départements du sud de la France sont en vigilance jaune pour la canicule. Bonjour Sébastien Léas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prévisionniste à Météo France. On va parler de tous ces phénomènes également avec vous, avec donc cette 3e nouvelle vague de chaleur qui nous impacte depuis le mois de juin. C'est beaucoup et l'été n'est pas fini. C'est beaucoup, l'été n'est pas fini, on est encore que fin juillet et demain on commence le mois d'août. Mais il ne faut pas oublier non plus la grosse période de chaleur qu'on a connue au mois de mai. Donc effectivement, ça fait une répétition qui est extrêmement sollicitante pour tous les organismes qui habitent en France. Ouais.
Nous sommes le 31 juillet. On va donc pouvoir faire toutes les statistiques de ce mois qui restera comme historiquement le plus chaud depuis que les relevés existent. Oui, on est sur des niveaux qui sont extrêmement élevés, avec des records qui ont été battus de même tout mois confondu, notamment pendant la deuxième vague de chaleur. On a aussi surtout la répétition des températures qui sont extrêmement élevées. Si on prend notamment les régions du pourtour méditerranéen, on se rend compte que certaines zones ont très peu connu des températures, ne serait-ce qu'en dessous des normales de saison. Si on prend la ville de Nîmes, par exemple, la température moyenne pour le mois de juillet est quasiment de 36 degrés, alors que la normale est plutôt aux alentours de 31,5 degrés. C'est ni plus ni moins que la température normale habituellement observée au Caire au mois de juillet. Ouais, donc c'est ça qui est frappant dans ces nouvelles vagues de chaleur, si on peut dire, c'est qu'à la fois elles sont plus précoces, on a vu que dès le mois de mai déjà il avait commencé à faire très chaud en France, qu'elles sont plus intenses, hein, vous venez de le dire, et qu'elles sont aussi plus récurrentes dans l'année. Oui, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on attend dans les perspectives dans le futur, avec des saisons estivales qui commenceront sans doute plus tôt, qui finiront aussi plus tard. Alors pour l'instant, on a des cas de vigilance de canicule qui ont été déclenchés le 12 juin. Alors ça touchait que quelques départements, mais c'est la date la plus précoce. Et en revanche, on a aussi aujourd'hui la plus tardive. C'était une canicule qui avait eu lieu entre le 23 et le 25 août. Dans le futur, peut-être dans les années à venir et peut-être même dans les très récentes années à venir, on pourrait avoir aussi des canicules qui commenceraient, pourquoi pas, à s'étaler vers la fin du mois de mai ou encore vers le début septembre. Donc c'est clairement un signal du changement climatique et de ce qui nous attend dans le futur. Mais clairement, le changement climatique, il a déjà commencé, le réchauffement de la planète. On l'observe avec ces différentes vagues de chaleur. Mais ça fait 30 ans que le changement climatique, il existe. On le voit avec des températures qui font quasiment que monter. Alors forcément, il y a une variation entre les saisons, entre les années. Mais la tendance de fond, elle est là, en fait. Elle est sur une hausse des températures depuis des décennies, en fait. Donc on s'en rend compte que maintenant, puisque ça nous impacte directement. Et puis c'est en plus associé à une période de sécheresse extrêmement importante sur le pays, avec forcément moins les sols sont secs, plus les températures vont avoir tendance à s'envoler, puisque l'humidité des sols va permettre de modérer un peu l'amplitude des températures grâce à un système qui s'appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire en gros de l'évaporation de l'eau superficielle dans les sols. Et donc sans évapotranspiration, en fait les températures, toute l'énergie va être faite pour chauffer les plus basses couches de l'atmosphère et donc voir des températures qui s'envolent. Voilà, justement, vous parlez de ces sécheresses également, hein, dont on parle beaucoup avec les conséquences que l'on sait, notamment ces incendies dans de nombreux massifs de l'Hexagone. Cette sécheresse, en plus, elle est observée quasiment dans tous les départements français. Oui, c'est ça, il y a quasiment la quasi-totalité des départements qui sont en alerte sur de la sécheresse. Je crois que c'est 93 sur 96. C'est exceptionnel d'en avoir autant. Mais c'est vrai que depuis quasiment sur la dernière année, il faudrait presque remonter à l'été dernier, qui avait été plutôt humide. Mais sinon, à part le mois de décembre, on a quasiment que des mois secs, avec parfois des sécheresses qui sont historiques. Alors, c'est pas forcément en termes de manque de précipitation au niveau historique, mais en revanche, c'est sur les niveaux de sécheresse des sols superficielle où effectivement on a un manque de précipitation, on a des températures qui sont beaucoup plus élevées que la normale et donc des sols qui sont forcément plus secs. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette situation assez inédite sur le fond de la sécheresse et de la vague de chaleur. La troisième depuis le début de l'été. Merci Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France, d'être passé sur BFM TV ce matin. Il est 11h07. Une nouvelle démonstration de force de l'armée de Moscou ce matin. La parade annuelle de la flotte russe a lieu en ce moment même à Saint-Pétersbourg. L'occasion pour Vladimir Poutine de montrer sa puissance militaire en exhibant ses armes les plus modernes et destructrices. Le président de la Fédération de Russie a notamment présenté un nouveau sous-marin et des torpilles à charge nucléaire. Il a aussi précisé la doctrine russe en matière de déploiement de cette flotte. Michel Goya est avec nous sur ce plateau, ainsi que Sylvie Braffman. On va décrypter les images qu'on vient de voir, qui ressemblent presque à un film de guerre. On est vraiment dans une
propagande, une démonstration de force de nouveau de la Russie? C'est un peu le but des parades militaires quand même. C'est de montrer son arsenal, surtout lorsque il s'agit d'une parade navale, donc avec plein de grosses machines, plein d'engins. Les Russes, donc, de manière générale, sont très forts pour organiser ce genre de démonstration. Oui, alors c'est une fête qui intervient tous les ans. Donc là, c'est une coïncidence avec les événements, la guerre en Ukraine. Mais comment dire, c'est effectivement, c'est une manière de montrer, on a entendu le discours de Vladimir Poutine, de montrer que voilà, la Russie est une grande puissance, puisqu'elle a une grande flotte qui peut intervenir sur toutes les mers du monde, qu'elle dispose des engins les plus puissants. On voit le sous-marin, je pense que c'est le sous-marin Belgorod qui a été mis en service et qui est le sous-marin le plus important, le plus volumineux du monde. On pourrait mettre un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français à l'intérieur. Ah oui. Voilà, il a évoqué les missiles hypersoniques, etc. Donc on est typiquement dans une démonstration de force, voilà, à usage intérieur. On montre aux Russes, voilà, vous pouvez être fiers de ce que vous avez, être fiers de votre armée. Nous sommes mais c'est aussi un message au monde. Et c'est aussi un message, bien sûr, comme toujours, à l'extérieur. On va revenir dans quelques instants avec vous, notamment Sylvie Bermann, sur cet ordre intimé par Volodymyr Zelensky en Ukraine, donc aux habitants de Donetsk d'évacuer. Juste avant ça, Michel Goya, pour un peu compléter ce qu'on a vu là sur cette parade, il y a aussi de l'autre côté en Ukraine des accusations de la Russie contre le bombardement de la base de Sébastopol. Voilà, exactement, de la base de Sébastopol. Oui. Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette parade qui a lieu à Saint-Pétersbourg, elle aurait dû y avoir également une cérémonie un peu partout dans toutes les grandes bases de la flotte, dont évidemment Sébastopol. Et la fête a été un peu gâchée, sciemment, bien sûr, c'est évidemment pas un hasard, par les Ukrainiens qui ont apparemment réussi à en lancer un drone. Alors je ne sais pas de quel type, mais c'est un drone, c'est à plusieurs centaines de kilomètres, donc c'est pas évident. Donc un petit drone qui a réussi à exploser, qui a réussi à faire exploser au moment de la fête, qui a provoqué plusieurs blessés. Et c'est aussi une sorte de démonstration de force de la part des Ukrainiens en disant voilà, la base de Sébastopol, qui est la grande base russe dans la mer Noire, est également vulnérable. La flotte de la mer Noire, qui paraissait toute puissante également au début de la guerre, elle a subi des coups. On se rappelle du croiseur Moskva qui a été coulé. Il y a plusieurs autres navires qui ont été coulés. Les Russes ont été chassés de l'île aux Serpents, donc c'était un petit îlot stratégique qui se trouvait près de la côte. Et donc, en réalité, la marine russe, elle est plutôt en difficulté dans la mer Noire. Et les Ukrainiens l'ont démontré, le montrent également. Et je termine là-dessus, c'est-à-dire qu'on remarque par exemple que les Russes sont en train d'évacuer des navires de cette base de Sébastopol pour aller sur une autre base de la mer Noire, qui est à Novosibirsk, et qui est dans le Caucase. Ce qui montre que cette belle machine, cette belle flotte, elle n'est pas si puissante que ça. Alors l'actualité en Ukraine, c'est aussi cet appel de Volodymyr Zelensky à quitter Donetsk pour tous les habitants de cette région. C'est une évacuation obligatoire pour les populations civiles en tout cas, afin d'échapper à la terreur russe selon les mots du président ukrainien. Les détails avec Angel Ouatta à Kiev. Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il se concentrait finalement sur sa marge de manœuvre, à savoir ces territoires de l'oblast de Donetsk, en proie au combat, au bombardement régulier, quotidien même dans cette partie de l'Ukraine. Se concentrer sur sa marge de manœuvre, ça veut dire sauver les populations civiles qui sont encore dans des territoires administrés par sa propre armée. C'est le cas en l'occurrence de 200 000 personnes, précision faite par son gouvernement quelques minutes avant cette prise de parole que je vous propose d'écouter maintenant. Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir. La décision de partir doit donc être prise à un moment donné. Plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de personnes.
Irina Vereshchuk, la vice-première ministre ukrainienne, qui a donné plus d'éléments d'explication quelques minutes avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Elle a dit notamment que les bombardements réguliers d'infrastructures liées à l'électricité et au gaz mettaient en péril les populations et les mettra encore plus en péril à partir de l'automne lorsque le froid reviendra dans le Donbass. Voilà pourquoi donc il faut sauver ces vies, évacuer ces populations civiles de force même, en tout cas en les obligeant à signer une décharge de responsabilité. Ces populations civiles qui ne souhaitent pas quitter le Donbass devront expliquer qu'elles le font à leurs risques et périls. Sylvie Berman, sur cette situation donc, dans la région de Donetsk, cet ordre d'évacuation, 200 000 civils qui y seraient encore avec 52 000 enfants, selon le président. C'est effectivement la stratégie russe, toujours de la terreur, comme le dit Volodymyr Zelensky, qui prévaut là-bas. Oui, en tout cas, c'est la détermination de la Russie à occuper la totalité du Donbass. Ils ont jusqu'à présent réussi à la Lugansk, qui reste Donetsk. Donc il y avait eu une pause opérationnelle. Je pense que les bombardements ont repris. Il y a des bombardements, évidemment, contre des objectifs civils. Et l'idée est que finalement, il ne faille pas évacuer en catastrophe la population, comme ça avait été le cas dans d'autres villes de l'oblast de Lugansk. Et aussi, c'est une perspective d'assez long terme, parce que la raison qui est donnée, c'est que les infrastructures énergétiques, le gaz et autres ont été frappées par les Russes, et que ça sera impossible d'y vivre pendant l'automne. Donc, en tout cas, c'est acter le fait que les combats vont se poursuivre pendant des mois, et que l'intérêt, c'est pas de se retrouver dans la situation d'autres villes du Donbass, ou ce qui s'est passé également à Mariupol. Impossible d'y vivre, parce que vous l'avez dit, pas de gaz, donc pas de chauffage, c'est bien ça? Oui, et il fait assez froid dans cette région à l'automne. Donc, de toute façon, au moment de la guerre du Donbass en 2014-2015, il y avait déjà eu des transferts de population, mais là, ils prennent les devants, parce que si les Russes ont échoué ailleurs, ils progressent même lentement dans le Donbass. Merci beaucoup Sylvie Berman, merci Michel Goya. Évidemment, vous restez avec nous ce matin pour continuer de décrypter cette actualité en Russie d'un côté et en Ukraine également. On en vient à présent à l'actualité sanitaire avec la variole du singe et plus de 2000 personnes qui sont déjà contaminées en France. Et l'inquiétude surtout qui grandit après l'annonce de 2 décès en Espagne. 2 hommes dont le plus jeune avait 31 ans. L'OMS s'attend à une hausse du nombre de décès liés à cette maladie en Europe. Les médecins rappellent toutefois que les complications sévères restent rares, mais ils sont nombreux à appeler à l'accélération de la vaccination. Voici avec Alexa Prunier. C'est le 3e cas mortel de la variole du singe hors Afrique en à peine 48 heures. Hier, en Espagne, un homme de 31 ans est décédé en soins intensifs après avoir été contaminé par le virus. C'est donc le 2e décès dans le pays. Des analyses sont en cours pour connaître la cause exacte de la mort. Avec plus de 4000 personnes déjà contaminées, l'Espagne est le pays d'Europe le plus touché par la maladie. Au total, sur les 18 000 personnes infectées depuis mai dans le monde, 70% des cas ont été recensés en Europe. L'Organisation mondiale de la santé tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Nous savons que, bien que spontanément résolutive dans la plupart des cas, la variole du singe peut entraîner de graves complications. Compte tenu de la poursuite de la propagation de ce virus en Europe, nous nous attendons à plus de décès. Pour les médecins, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut vacciner les personnes à risque le plus rapidement possible pour stopper la propagation du virus. Il faut prendre très au sérieux cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé. On sait que la période des vacances, elle est cruciale parce qu'il va y avoir des brassages de population et qu'il ne faudrait pas qu'ensuite on tombe dans une complaisance en se disant en fait finalement on a raté le coche et on va laisser filer ce virus parce que malheureusement on s'aperçoit que ce virus peut créer des formes graves. Et aujourd'hui on est dans la prévention et donc il faut agir. Il ne faut pas attendre de se retrouver face à une vague comme avec le Covid pour réagir. Il y a quelques jours, un grand centre de vaccination a été ouvert à Paris et désormais les tests de dépistage seront intégralement remboursés. Bonjour Benjamin Davido, vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ces cas mortels, ces 2 personnes qui sont décédées en Espagne de cette variole du singe. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Bah oui, comme l'expliquait bien votre reportage, en réalité, le problème, c'est que arithmétiquement, on va se retrouver avec de plus en plus de formes graves tant qu'on n'arrive pas à contrôler cette maladie qui prend du terrain, et qui prend du terrain notamment en Europe. Et fort est de constater que malgré le fait qu'on ait des outils, c'est-à-dire des outils de dépistage, qu'on connaisse la maladie depuis les années 50 et qu'on ait des vaccins qui sont sur le papier, en théorie, extrêmement efficaces, eh bien on voit bien qu'on a un retard à cette campagne de vaccination. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. En France, on estime entre 150 000 à 300 000 les personnes à risque de contracter cette maladie. Si on veut couvrir l'ensemble de cette population au 31 septembre, il faut faire 2000 doses par jour. Or, je crois qu'en France, depuis le début de la campagne, on a fait un petit peu moins de 10 000 injections. Mais alors pourquoi Benjamin Davido on sait que beaucoup de personnes, notamment dans la communauté gay, cherchent à se faire vacciner depuis plusieurs semaines. Aucun créneau disponible. C'est parce que la France manque de vaccins ? J'allais dire, on voit bien qu'on est à la fois sur un discours qui est ambivalent, qui est qu'on ne manque pas de vaccins, mais qu'on manque de bras. Mais en réalité, les bras, on sait qu'on les a, puisqu'on a été capable de faire jusqu'à 1 million de doses du Covid par jour. Donc vacciner 300 000 personnes, j'ai envie de vous dire, c'est un jeu d'enfant. En réalité, il y a un stock qui est contingenté. Comme au début de la vaccination du Covid, eh bien, on les a avec parcimonie. Et surtout, je pense qu'on n'a pas l'infrastructure nécessaire pour réaliser cette vaccination. Il faudrait faire participer des ambulanciers, des pharmaciens, tous les corps nécessaires de métier, comme on l'a fait pour le Covid, si on veut frapper fort et très vite. Et puis, il faut aussi réfléchir comment est-ce qu'on fait stratégiquement, parce qu'on est une période particulièrement difficile. Au mois d'août, où les gens sont peu captifs, certains sont partis à l'étranger, d'autres sont en vacances. On sait que le noyau dur de cette contamination, il est en particulier en Île-de-France. Donc il y a toute une organisation à mettre en place et ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Hein. L'été, les vacances, c'est une période propice pour les brassages de population, pour les rapprochements aussi, disons-le. Donc il y a urgence à agir quand même. Très clairement, je pense que la ligne d'arrivée, c'est la rentrée. D'abord, pourquoi ? Parce que dans les 2000 cas qu'il y a en France, il y a, si ma mémoire est bonne, 16 femmes contaminées et 6 enfants. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a des contaminations au-delà de la communauté des hommes ayant des rapports avec des hommes multipartenaires. On a peu d'informations d'ailleurs sur ces cas contaminés et que cette maladie, elle a une particularité, c'est pas exclusivement une infection sexuellement transmissible, elle peut créer des cas secondaires, soit par contact direct avec des lésions, soit caricaturalement sous le même toit par voie respiratoire. Et donc si on laisse filer le virus, si on perd la trace du virus, on risque de se retrouver à la rentrée avec un brassage des populations, y compris chez les plus jeunes, qui pourrait être un starter au fait que la maladie ne soit plus une maladie des communautés. Et là, ça sera beaucoup plus difficile d'organiser une campagne de vaccination. Merci beaucoup Benjamin Davido, infectiologue, référent Covid-19 et spécialiste aussi, il faut le préciser, de la variole du singe à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches en Île-de-France. On va prendre la direction de l'Espagne du coup avec ces 2 cas mortels désormais à la suite de la contamination par cette variole du singe. Bonjour Marie-Hélène Ballestero, vous êtes notre correspondante à Madrid avec l'Espagne qui est particulièrement touchée, le pays le plus touché actuellement d'Europe avec près de 4300 infections par le virus. Que sait-on de ces 2 décès désormais ? Alors, pour l'instant, on sait que la victime d'hier, la 2e victime, était un homme âgé de 31 ans contaminé par la variole du singe. Il se trouvait en soins intensifs à l'hôpital Reina Sofía à Cordoue, en Andalousie. La mort a été causée par une méningo-encéphalite apparemment associée à l'infection de la variole du singe, tout comme le premier décès qui s'est produit vendredi dernier et c'était à l'hôpital San Juan d'Alicante. Les autorités régionales, pour l'instant, préfèrent rester prudentes car les échantillons prélevés pendant les autopsies sont actuellement en cours d'analyse. On devrait savoir dans les prochains jours la cause exacte de ces 2 décès. Une chose est sûre, les 2 victimes étaient des jeunes hommes, comme l'a souligné le ministère espagnol de la Santé. En Espagne, comme vous le disiez, près de 4300 personnes ont déjà été infectées, 120 ont été hospitalisées. C'est 3% des cas diagnostiqués. Madrid et la Catalogne restent les 2 régions les plus touchées. Actuellement, plus de 90% des malades sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avec une moyenne d'âge de 37 ans. Seules 64 femmes ont été diagnostiquées. C'est le dernier rapport qui a été publié par le réseau espagnol de vigilance épidémiologique. Et Marie-Hélène, comment les autorités espagnoles ont décidé d'aborder cette épidémie du coup ? Alors, les autorités espagnoles ont choisi d'aborder l'épidémie à travers la vaccination selon le protocole qui a été approuvé par le ministère de la Santé. La vaccination est recommandée pour les personnes infectées, pour les contacts étroits des cas confirmés, le personnel de santé, ainsi que pour tous ceux qui ont des pratiques sexuelles à haut risque. Le problème, c'est que l'Espagne, pour l'instant, ne dispose que de 5300 doses de vaccins. Le ministère de la Santé espère recevoir 7000 doses supplémentaires.
supplémentaires dans les prochains jours, mais cela reste une quantité insuffisante. Merci Marie-Hélène Balestrero, correspondante BFM TV en Espagne. Tout de suite, la chronique éco. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Et pour l'écho, en ce dimanche, on va de nouveau parler inflation. Quasiment tous les secteurs sont concernés. Et ceux qui ont de la chance de partir en vacances l'ont constaté, le prix des locations saisonnières s'est envolé cette année, Stéphane Pedrazzi. Oui, plus 7,3% pour une maison de vacances, plus 5,2% pour un appartement. C'est une moyenne nationale avec évidemment des disparités. Mais paradoxalement, ce n'est pas dans les zones qui sont les plus demandées que les tarifs ont le plus progressé. Pour les destinations au bord de la mer, le prix de location d'une maison ont augmenté de 6,9% par rapport à l'an dernier. C'est beaucoup dans l'absolu, mais c'est relativement limité par rapport à l'explosion du nombre de réservations cet été. 30,6% de hausse sur la Côte d'Azur, plus 20,3% pour la Corse. Et à l'inverse, le prix des locations à la montagne a augmenté de 9%, alors que les réservations ont beaucoup moins progressé que sur le littoral, plus 9,6% par exemple en Haute-Savoie. L'explication, c'est que les tarifs étaient évidemment déjà très élevés en bord de mer. Comptez 2078 € en moyenne pour la location d'une semaine d'une maison sur la Côte d'Azur, 1961 € en Corse, alors que dans les Alpes, à la montagne, le tarif moyen est seulement de 1365 € par semaine. Enfin, sachez que par rapport à nos voisins d'Europe du Sud, les tarifs ont moins augmenté en France. Ça peut être une consolation. Plus 9,6% d'augmentation pour la location d'une maison pendant la période estivale sur la péninsule ibérique. C'est quasiment 2,5 points de plus que la hausse qui a été constatée en France. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. L'infotrafic. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. Vous étiez nombreux sur les routes hier, c'est plus calme aujourd'hui. Orange dans le sens des départs, rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sens des retours. Journée verte partout, sauf dans le quart sud-est. Attention, la journée est classée orange. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. 11h25, c'est l'heure du journal des sports avec Ilia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bonjour Lian. Bonjour à tous. Ça sent la reprise pour le football. On commence avec le Trophée des Champions. Première compétition de l'année, 20h ce soir. Premier match officiel pour le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier. C'est un match PSG-Nantes. Exactement. Et c'est le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, c'est le vainqueur de la Ligue 1, le PSG, contre le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes. Oui, premier match de Christophe Galtier qui est arrivé cet été à la place de Mauricio Pochettino. Il pourrait déjà remporter son premier trophée avec le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a perdu l'année dernière ce Trophée des Champions face à Lille. Et en tout cas, Christophe Galtier, il a déjà gagné la confiance de son capitaine, Marquinhos. Le coach il nous a montré cet aspect humain et nous a montré un schéma des jeux différent de ce qui s'est passé avant. Et voilà, ça c'est des bonnes choses qui vont nous apporter, surtout dans une longue saison. Ça sera un match qui sera à Tel Aviv pour la deuxième année consécutive face à Nantes. Nantes qui a donc gagné la Coupe de France. C'était son premier trophée depuis 2001, donc il y aura une volonté de gagner un deuxième trophée. Du côté de Nantes, l'entraîneur, il est bien connu du Paris Saint-Germain, c'est Antoine Comboiré. Il y a joué et il a entraîné au début de l'ère Qatari le PSG. Il y a foot toujours, la Ligue 2 hier, la première journée et un match nul prometteur pour les Girondins de Bordeaux. Oui, prometteur parce que le début de saison, la pré-saison a été très compliquée pour les Girondins de Bordeaux. Ils ont su à la dernière minute qu'ils allaient être maintenus en Ligue 2. C'est pour ça qu'ils ont mis cette banderole. On a frôlé la mort. Ça va nous rendre plus forts. Le public qui était là, 22 000 personnes, 22 000 places offertes par le club aux supporters
pour les remercier de leur soutien. Mais match nul 0-0 face à Valenciennes. Un autre relégué, Metz, lui a parfaitement débuté cette Ligue 2. Une victoire 3-0 face à Amiens. Les buteurs lorrains Gay, Mikotadze et Nian juste après la pause. Metz démarre très fort. Tout comme Guingamp qui a gagné 4-0 face à Pau, qui est leader après une journée bien sûr de Ligue 2. La Ligue 1, elle, reprend le 5 août prochain. Le cyclisme, le Tour de France femmes s'arrête aujourd'hui sans plus beaucoup de suspense. Non, finalement, hier, le suspense a été tué par une néerlandaise, Annemiek van Vleuten. Elle était malade au début du Tour de France, pourtant c'était la grande favorite. Mais hier, une fois que les difficultés sont arrivées, elle a dominé tout le monde. Elle gagne avec 3 minutes 16 d'avance sur la deuxième. Elle est partie à 62 km de l'arrivée. Elle a 39 ans. Elle a gagné 3 fois le Tour d'Italie. Elle est championne olympique. Elle est triple championne du monde. Les Juliette Labousse, la française 4e du classement général, a été impressionnée par la néerlandaise. C'est plus que réveillé même, elle nous a bien écrasé aujourd'hui. Mais non, c'était vraiment super dur. J'étais contente d'être dans un bon groupe parce qu'on a vraiment roulé bien ensemble tout le long de la course, donc heureusement. Mais c'était vraiment dur. Elle devrait gagner ce Tour de France parce qu'elle a largement assez d'avance. Mais attention, aujourd'hui, dernière étape, on arrive sur la super planche des belles filles. Des pentes à 24%. Ça monte. Tout peut se passer encore. Planche des belles filles, tout un symbole pour le super planche des belles filles. Merci beaucoup, Ilia Grandjean. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. De chaudes journées nous attendent. On va voir la météo avec Guillaume Séchet. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La montagne est la solution, le refuge face aux fortes chaleurs actuellement, avec d'ailleurs des chaleur qui remonte peu à peu d'Afrique du Nord. On va le voir grâce à cette animation satellite. Une chaleur qui remonte jusqu'aux régions du Nord. En tout cas, ce sera le cas à partir de mardi surtout. Et quelques nuages bas ce matin entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ça devrait finir par se dissiper peu à peu cet après-midi. En tout cas, cet après-midi, on aura du soleil quasiment partout en France. Des températures très élevées déjà dans le sud. 36 degrés à Marseille et ce n'est pas terminé. La journée de demain sera encore plus chaude. On aura jusqu'à 37, 38 degrés sur les régions méditerranéennes. Déjà 26 degrés le matin à Perpignan. Et donc la journée la plus chaude sera la journée de mercredi. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. L'actualité à 11h30 dans le live week-end. Passionné, courageux, mais il est parti beaucoup trop tôt. Mathys Bellon est mort à seulement 8 ans. Cette graine de champion de la MotoGP a succombé à ses blessures après une chute sur un circuit italien. Nous avons été il y a quelques instants en ligne avec Samuel Bellon, le parrain de Mathys. On le entendra dans quelques instants. Une troisième vague de chaleur attendue sur la France à partir d'aujourd'hui. La sécheresse s'accentue et le risque d'incendie est élevé dans le sud de la France. On retrouvera Thomas Herman dans le Gard. Le département a connu plusieurs départs de feu hier. Combien allez-vous gagner grâce aux mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat? Nous ferons la liste des coups de pouce sur lesquels les sénateurs sont également tombés d'accord vendredi soir après avoir voté le projet de loi. Et nous ferons surtout les comptes sur ce que ça va changer concrètement dans votre porte-monnaie. Mais tout d'abord, cette tragique disparition donc d'une graine de champion âgée d'à peine 8 ans. Grand espoir de MotoGP, Mathys Bellon est décédé jeudi dernier à la suite d'un accident lors d'une course en Italie. Et nous étions tout à l'heure en direct avec Samuel Bellon. Il est le parrain de Mathias. Il est revenu sur ce drame familial. On le vit très difficilement, ça c'est sûr. Et on a perdu notre petit ange aussitôt, qui nous donnait autant d'amour, autant de joie, qui savait rassembler la famille, les amis. C'était, on va dire, un peu le pilier quand même. Eux aussi, petit qu'il était, c'était quand même le pilier de la famille. Il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour fusionnel entre son père, sa mère, sa petite sœur. Donc voilà, il était très proche également de ses cousins et cousines. Donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas du tout évident d'accepter cette tragédie.
On a entendu dans le reportage qu'on vient de diffuser les traits de caractère de ce petit Mathis, qu'il était déjà très prometteur dans sa technique, dans sa discipline. Le courage caractérise également Mathis. C'est assez étonnant pour un enfant, mais vous allez nous en parler. Il avait souhaité faire don de ses organes, c'est bien ça? Il l'a fait? Oui, Mathis, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai qu'il a tout, des hauts de ses 8 ans, on peut parler un peu tout en amont, pour faire entendre qu'il souhaitait, entre guillemets, quoi qu'il arrive, qu'il continue sa vie à travers les autres, qu'il donne, pas parce qu'il y a une tragédie, qu'il donne la vie aux autres, que ça doit continuer, parce qu'il nous donnait beaucoup d'amour, il nous a donné beaucoup, même si c'était très très court. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour nous de l'entendre, de l'accepter, et qu'il a réussi, ce petit gamin, à nous faire comprendre, nous faire entendre raison, pour qu'on accomplisse sa volonté. Mais c'est très étonnant quand même. Comment est-ce qu'un enfant d'un si jeune âge peut exprimer ce genre de souhait de fin de vie quand on est aussi jeune? Comment est-ce que ça lui est même venu à l'idée? On a un peu du mal à comprendre. On est une famille très croyante et il nous a toujours envoyé des signes. Il communiquait avec son père à travers, quand on lui posait une question, quand il était à l'hôpital, il arrivait à mettre son cœur à 123, ce qui correspondait au chiffre de moto de son père. Et quand ils étaient petits, ils jouaient toujours à 1, 2, 3 par T. C'est pour ça que mon frère, qui était champion de la Réunion de moto, il a eu son numéro de course, c'est le 123. Et c'était un code pour eux, entre eux. Et ça a toujours été le cas depuis petit. Ils ont leur code, ils ont leur habitude. Voilà, Mathis, il a des choses, il y a plein de signes qui sont arrivés. Comme il a toujours été fan des Fabio Quartararo, il aurait voulu ce week-end être au but, je crois, parce que Fabio Quartararo devrait se rendre. Et sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, mais non rien, nous avons eu un hommage de Fabio Quartararo sans que personne ne l'ait demandé. Donc je pense que ce petit, même qu'on s'en rend pas compte, il a soulevé des montagnes et il va continuer à travers ce qu'il a dit, de faire des choses que nous-mêmes, on n'avait pas conscience. Dans l'actualité également, on parle de ces températures qui continuent de monter avec cette troisième vague de chaleur qui approche. Et donc, la conséquence, c'est également ces sécheresses extrêmes dans la quasi-intégralité des départements français. Et vous le voyez, sur les 25 massifs qui étaient hier fermés au public dans les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, il en reste 11 toujours fermés. Les 14 autres sont interdits aux travaux à partir de 13h. La sécheresse dans le sud de la France, donc en alerte maximale contre les feux de forêt. On va voir la situation dans le Gard. Thomas Herman, on vous retrouve pour BFM TV. Tout d'abord pour faire justement le point sur la situation de ces incendies, alors qu'hier, de nouveau, au foyer, s'était déclenché encore. Concernant l'incendie de Cals, donc dans les Pyrénées-Orientales, celui-ci est fixé depuis 8h30 ce matin. Au total, c'est 337 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur ce feu qui s'est déclaré hier en milieu de journée. Alors les conditions météorologiques n'étaient pas favorables avec un vent jusqu'à 50 km/h. Les moyens aériens ont été mobilisés comme 3 Canadair, 2 Dash ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau pour faire à la fois des opérations chirurgicales, mais pour enrayer la propagation de ces flammes. Aujourd'hui, le travail pour les 337 sapeurs-pompiers, c'est de faire le traitement des lisières, l'ensemble du contour du feu, pour s'assurer qu'il ne progresse plus. Mais celui-ci est désormais fixé. Autre incendie, nous allons dans les Bouches-du-Rhône, à Châteauneuf-les-Martigues, où là, un incendie s'est déclaré en fin de journée aux alentours de 20h. Là, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont arrivés immédiatement sur place. Une centaine de pompiers équipés d'un hélicoptère bombardier d'eau, là aussi pour faire une frappe chirurgicale sur ce foyer actif, puisque celui-ci était à proximité d'habitations, mais là, aucune d'entre elles n'a été menacée. Risque incendie encore très présent aujourd'hui, avec un Mistral jusqu'à 50 km/h, des températures en hausse jusqu'à 37 degrés sur l'axe méditerranéen. C'est pour ça que les autorités sont très vigilantes face au risque incendie, avec des massifs qui sont fermés sur l'ensemble des départements concernés par ce risque incendie. Tout ça est communiqué par les préfectures. Il y a un niveau jaune, orange ou rouge en fonction de la menace de ces feux. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent. Enfin, pour terminer, un chiffre, nous sommes à plus de 45 000 hectares ravagés par les flammes depuis le 1er janvier 2022. C'est pour vous dire que cette année est assez critique en risque incendie. En élément de comparaison, au 1er juillet, nous étions à 20 000 hectares ravagés en France.
Et on a l'impression qu'il fait déjà très chaud dans le Gard où vous vous trouvez, Thomas. On entend les cigales chanter dès 11h du matin. Merci Thomas Herman avec Antoine Corvet sur le terrain. On va continuer d'aborder ces risques d'incendie avec le lieutenant-colonel David Hanotel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qui est mis en œuvre dans ces régions à risque en termes de prévention des feux de forêt? En prévention, il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des collectivités locales, avec les services de l'ONF, avec les comités communaux de lutte contre les feux de forêt. Donc un travail sur le terrain, des patrouilles pédestres, à cheval, à la rencontre des touristes, à la rencontre des personnes qui peuvent se promener, on l'évoquait tout à l'heure, dans des massifs qui ne sont pas interdits mais déconseillés. Donc un dialogue qui s'installe avec ces mêmes personnes pour essayer de leur expliquer qu'il vaut mieux éviter la balade à ce moment-là. Et puis en tout cas pour leur réexpliquer les conseils de prévention, éviter les points chauds, ne pas jeter ses mégots et puis être vigilant sur tout ce qui peut se passer sur l'environnement. Et comment se préparent les sapeurs-pompiers dans l'éventualité d'un départ de feu ? Alors il y a des moyens qui sont prépositionnés dans certains massifs qu'on appelle des détachements d'intervention préventive, des DIP, donc des groupes de véhicules qui vont être non pas basés dans un centre de secours ou sur une unité territoriale fixe, ils vont aller dans le massif au plus proche sur des endroits et des points qui auront été prédéterminés à l'avance. Et puis vous avez également le guet aérien armé, donc ce sont des avions qui plutôt que de rester au sol, on a parlé de Nîmes à plusieurs reprises, qui est la base de la sécurité civile en France pour les moyens aériens, vont faire des rotations pendant plusieurs heures sur des circuits de rotation qui sont prédéterminés dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var ou en Corse, en fonction des prévisions météo et puis des secteurs qui sont jugés comme les plus à risque. Donc ils vont avoir la possibilité de localiser des fumées, bien évidemment, et puis surtout, puisque c'est la base de la doctrine en France sur l'attaque des feux naissants, d'intervenir. L'objectif est d'intervenir dans les 10 minutes, donc de pouvoir frapper une première fois un départ de feu qui viendrait être menaçant. Quelles sont les origines, pour l'essentiel, de ces feux de forêt en été ? 90% d'origine humaine, malheureusement, donc dont 30% qui sont le fait de personnes mal intentionnées. Mais pour une grande partie, ce sont malheureusement des situations qui pourraient être évitées. Donc on en parle assez régulièrement. Un barbecue trop proche d'une zone boisée, voire herbeuse, des travaux à proximité du jardin, des travaux de coupe de matériaux, de carreaux de carrelage ou toute source de chaleur qui pourrait initier un incendie. Les mégots sur les autoroutes, c'est très fréquent, ou sur les routes tout simplement. On est régulièrement confronté également à des départs de feu en bordure d'axes routiers qui sont rarement la cause, qui ont bien souvent une cause humaine malheureusement. Merci beaucoup pour ces explications, lieutenant-colonel David Hanotel. On en vient maintenant à 11h40 sur BFM TV à cette autre actualité et au vote au Sénat vendredi soir du projet de loi urgence pouvoir d'achat avec donc des mesures pour aider les Français à mieux faire face à l'inflation, une inflation de 6% au mois de juillet par rapport à l'an dernier. Marc Ferracci, bonjour. Vous êtes député Renaissance des Français établis, en Skype. Marc Ferracci, vous êtes avec nous, député Renaissance des Français établis hors de France et membre de la Commission des affaires sociales. Également avec nous Michel Rumi, économiste et professeur à Sciences Po. Tout d'abord, Marc Ferracci, est-ce que vous vous félicitez de l'adoption, avec quelques amendements, de ce texte également maintenant au Sénat ? Oui, tout à fait. On a un texte qui est désormais un texte solide avec beaucoup de mesures très diverses mais qui vont véritablement donner un coup, une impulsion au pouvoir d'achat des Français. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont mis sur la table et je note qu'à la fois à l'Assemblée et au Sénat, il y a eu beaucoup de compromis qui ont été trouvés avec les oppositions. Il y a eu des compromis qui ont été trouvés sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, sur la monétisation des jours de RTT. Il y a eu des compromis également qui ont été trouvés au Sénat sur un certain nombre de sujets. Donc ça montre que le Parlement fonctionne, ça montre qu'on peut voter des textes et je pense que les Français vont très vite voir les réalisations concrètes qui sont contenues dans ce texte. Les oppositions ont réussi à être constructives, selon vous, dans ces débats depuis le début ? Oui, tout à fait. Il y a des objets très concrets. Je pense en particulier à la ristourne sur l'essence, sur laquelle la majorité à l'Assemblée nationale a réussi à trouver un compromis avec les Républicains, avec une ristourne qui va commencer à augmenter dès le mois de septembre à 30 centimes
30 centimes d'euros, 30 centimes au mois suivant, 10 centimes et 10 centimes ensuite au mois de novembre et décembre. Ça va nous amener, si on ajoute à ça les efforts qui sont faits sous la pression d'ailleurs du ministère de l'économie et du Parlement par les pétroliers, en particulier par Total, ça va nous amener à un litre d'essence qui sera aux alentours de 1,50 €, ce qui correspondait à l'objectif poursuivi par certaines des oppositions, en particulier par les Républicains. Donc on voit que le travail en commun, même s'il y a évidemment des échanges qui sont souvent vifs, vous l'avez constaté dans l'hémicycle, eh bien, aboutit à des résultats concrets pour les Français. Vous nous confirmez le chiffre de 20 milliards d'euros auquel on arrive avec ces mesures qui nous a été annoncé tout à l'heure par Dominique Da Silva, votre collègue du Val d'Oise. Oui, tout à fait. Michel Rumi, qui est avec nous, économiste, on a donc ces mesures qui sont votées, qui sont adoptées. Est-ce qu'elles vont suffisamment aider les Français face, je le disais, à cette inflation de 6,1%? C'est un plan d'urgence, donc il répond à une situation courte a priori ou temporaire. Donc c'est un premier pas en espérant que ce soit le dernier dans un univers où aujourd'hui l'inflation est à 6,1. On s'attend en septembre à avoir une augmentation de l'inflation et ça répond dans un univers de finances publiques contraint. J'observe simplement que l'ensemble des partis sont conscients de la valeur travail, mais chacun apporte sa version. Pour certains, il faut travailler plus pour gagner plus. Pour d'autres, il faut gagner plus pour travailler plus. Donc là, ce sont deux idéologies. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que au-delà de cet aspect, c'est que la situation actuelle nous pose des problèmes de façon plus importante, structurelle, sur quel est le mix énergétique que nous voulons dans le futur, quelle va être la place du travail, comment va-t-on aborder un nouvel environnement, et qu'il convient aussi de continuer cette réflexion pendant la mandature de M. Macron. Mais c'est une question intéressante. Comment on accorde toutes ces aides en respectant la rigueur budgétaire nécessaire après le quoi qu'il en coûte du Covid, par exemple? C'est toute la difficulté. La difficulté, c'est que l'intervention de l'État, le gouvernement dit qu'il ne peut pas tout. Et donc, il faut que toutes les parties prenantes de la situation fassent des efforts, que ce soit aussi bien des entreprises, que ce soit l'État à travers les administrations, que ce soit aussi les ménages. Donc, chacun doit donner sa pierre à l'édifice, et afin que, au final, le déficit soit le plus parce qu'on parle déjà du déficit, soit le plus minimal possible. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que des mesures qui arrivent, on va dire, à court terme, et rien n'empêche, on ne sait pas ce qui peut arriver encore pendant le dernier trimestre, et donc ça peut s'aggraver. Donc c'est là la difficulté de l'exercice. Y compris sur l'essence, Marc Ferracci, mesure à court terme, parce que les remises, les ristournes que vous décidez aujourd'hui, et ce litre à 1,50 € que vous annoncez, il est basé sur le prix de l'essence aujourd'hui. On ne sait pas ce que ça peut donner encore dans 3 mois. Vous avez raison. Néanmoins, il y a un certain nombre de prévisions sur l'inflation. Alors l'inflation sur les prix de l'énergie, mais plus globalement l'inflation, qui suggère que le pic d'inflation pourrait advenir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc c'est aussi en fonction de ces prévisions qui aujourd'hui relèvent d'un relatif consensus entre les économistes qu'a été construit cette stratégie de pouvoir d'achat. Je rejoins Monsieur Rumilly pour dire que ce sont effectivement des mesures d'urgence, donc des mesures dont la portée est essentiellement à court terme. Et je voudrais ajouter à cela, pour répondre peut-être à la question qui était posée, que derrière ces mesures de court terme, il y a une stratégie. La stratégie de pouvoir d'achat du gouvernement, c'est d'aller vers le plein emploi. Pourquoi ? Parce que quand on crée de l'emploi et quand on diminue le chômage, que vous soyez salarié ou que vous soyez d'ailleurs indépendant, il est plus facile de négocier votre salaire, il est plus facile de négocier vos revenus vis-à-vis de votre employeur ou vis-à-vis de vos clients. Ça donne un pouvoir de négociation plus important. Donc ça, je pense que à terme, c'est la bonne stratégie pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est continuer à faire en sorte que le marché du travail s'améliore, et vous voyez que les chiffres du chômage continuent à être favorables, et en cela, je pense qu'on a une stratégie gagnante. Je vous donne simplement un exemple. Dans l'hôtellerie-restauration, il y a quelques mois, une nouvelle convention collective a été négociée qui augmente les salaires de 16%, et même jusqu'à 30% dans certaines qualifications. Ça, c'est la conséquence du dynamisme du marché du travail sur ces métiers et des tensions de recrutement qui existent. Il faut qu'on aille vers plus d'emplois, et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on continue à réformer le pays. Comme vous le savez, il y a notamment une réforme de l'assurance chômage qui est prévue à la rentrée. Merci Marc Ferracci, député Renaissance des Français établis hors de France et membre de la Commission des affaires sociales, de nous avoir accordé votre éclairage. Merci également à Michel Rumi d'être venu sur notre plateau, économiste, professeur à Sciences Po. 11h46 sur BFM TV. Tout de suite, c'est les vacances. Si tu as envie d'un appart, Citia. Votre programme avec Citia Immobilier.
C'est vrai que ça Nous passe. voilà immergés dans un village viking. Entre une séance de maniement de leurs armes et la conduite d'un drakkar, les visiteurs sont séduits. C'est vraiment génial. Les différents métiers, les explications, le fait qu'on redécouvre peut-être des métiers disparus. Je trouve que c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Parmi les métiers à découvrir, les tailleurs de pierre. En tenue d'époque et équipé des outils du XIe siècle, ce bénévole s'affaire devant les visiteurs, tout comme au Moyen-Âge. Une fois qu'on a fait les ciselures, on voit ce qui reste comme matière à dégrossir. Donc on le fait à la broche. La mission de ces artisans est double. Construire une église carolingienne en suivant des techniques historiques, tout en expliquant leur savoir-faire aux curieux. Et c'est d'ailleurs bien ce qui leur plaît. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de partager le côté musée vivant, si vous voulez, du parc, ou de ne pas faire les choses en autarcie, mais de les transmettre et de partager notre savoir et aussi voilà, peut-être de déclencher des passions. La magie opère depuis 2011, date d'ouverture du parc sous l'égide d'historiens, pour faire connaître les origines de la Normandie et faire tomber certains clichés sur les Vikings. Montrer d'où ils viennent, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils se sont intégrés, et donc pour aussi démystifier un peu le côté barbare des Vikings, puisqu'ils n'étaient pas que des barbares, c'était aussi d'excellents navigateurs, d'excellents commerçants. Chaque été, ce sont environ 10 000 visiteurs qui viennent ici prendre un cours d'histoire bien vivant. Si tu as envie d'un appart, City. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Et parce qu'il est bientôt midi, c'est l'heure de ma recette avec un chef. Avec aujourd'hui un plat de saison, c'est idéal avec ces fortes chaleurs, une salade grecque. Ça a l'air simple comme ça, mais elle vous est préparée par Adeline François dans les cuisines du Georges V et ça donne envie. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. On se retrouve ici au Georges V, au Four Seasons, avec le chef Alan Thodon. Salut Alan. Ça va? On a envie de voyager. Et pour ça, eh bien, aujourd'hui, on a vraiment la recette idéale, une salade grecque, une vraie salade grecque, comme à Athènes, comme à Paros. Ouais, et pour ça, il faut des bons ingrédients. Il faut des bons ingrédients, c'est-à-dire des tomates, de l'oignon, du poivron, un peu de capre, un peu d'olive, un peu de concombre et la célèbre feta. C'est parti? Bon, ben, je suis ton commis. Je vais te faire travailler un petit peu. Alors, toi, tu vas commencer par me tailler la tomate. La tomate. Ouais, parfait. Voilà. Pas trop petit, hein. Hop là, 3 tomates. 3 tomates, ouais. Alors, le concombre, paf. Ouais. Là, moi, toi, je le coupe en 4. Je vais te le donner tout de suite. Juste, moi, j'enlève les pépins. Ça donne trop d'eau? Ça rend trop d'eau? C'est pas très digeste, en fait. Donc, je te les enlève un peu. Hop, voilà. Pareil, tu veux des gros morceaux? De la même taille de la tomate. On va essayer de rester tout de la même taille. Et donc, l'oignon, je vais te l'épargner. Oh, si, tiens, allez. Tu veux me faire pleurer? Ce qui est bon, je trouve, c'est des tranches comme ça. D'accord. Tu vois, pas trop... Des rondelles. Des petites rondelles, ouais. Ok. Et donc là, toi, tu as attaqué le poivron, tu les pépines. Alors, j'enlève juste, voilà, toi, les petits pépins qui sont à l'intérieur. Alors, le poivron, pareil, la découpe du poivron. La même taille que... Ça te va comme ça, les poivrons? C'est bien. T'as bien avancé. Hein. Là, on va mettre des petits capres. En fait, c'est où tu utilises des capres à l'huile et après tu prends des olives au vinaigre, un peu vinaigré, ou le contraire. Moi, j'aime bien avoir la balance des deux. Donc là, j'ai des capres au vinaigre et là, je vais avoir des petites olives noires à l'huile. D'accord. Kalamata? Kalamata, exactement. Et maintenant, tu vas... La feta. Hop, tu prends tout, tu tournes. Oh, tu mets des petits cubes. Voilà. Et là, maintenant, là, tu vas me l'assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est déjà salé, la feta? Oui, mais tu vas voir. Le plus important de la salade grecque, c'est l'origan. Donc hop, celui-là, tu vas voir, il est magnifique. Moi, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. D'accord. Ah oui, alors tu prépares pas une vinaigrette avant? Non, en fait, c'est huile d'olive, quoi. Après, une salade comme ça, tu la laisses se reposer, tu vois, avec le sel que tu vas rajouter. Le jus de tous les produits que tu as mis là, tu vas voir, ils vont s'écouler et eux, ils vont faire une sauce, en fait. Nos petites feuilles de laitue romaine pour la présentation. Tu vois le jus, toi, qui s'est fait déjà, là? Ouais. Tu vois? Donc, tu rajoutes pas de vinaigre balsamique, jamais? Non, non, non. Regarde, on le voit bien, le jus. Toute la sauce qui s'est fait au fond, là. Là, des petits cubes bien frais, comme ça. On y est. On n'est pas loin de l'acropole, là. Merci, chef. Ah bah écoute, ça m'a fait plaisir. Pour cette recette simple, mais tellement efficace. Ouais. On va la manger ensemble, allez, viens. Salut.